Bon, je mets directement là-dedans. Je regarde juste mon retour, voir s'il y a déjà des gens. Twitch, les grands champions. Je vais enlever le son normalement. Oui, c'est bon, on est en direct. Bonjour. Désolé pour le retard. On a quelques minutes de retard. Je ne sais pas si on a encore des gens déconnectés. Pas encore. Ça, c'est chaud aussi. On va commencer directement le live. Ça va, Rassam? Ça va, Camille? Bonjour, ça va très bien, merci. La forme? Ouais, je suis bien sur Twitter. Ah non, je suis sur la mauvaise chaîne. Ah si, c'est bon. Écoute, non, Tu le vois directement? Moi, je vois directement, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu différentes que d'habitude. Je vois pas, par exemple, le nombre de connectés, je vois pas le chat. Moi, j'ai le chat, mais j'ai pas le nombre de connectés. Ah, si, j'ai 20. C'est bon, t'as tout le monde? Ouais, on a 20 spectateurs. Hein, on a Ah, 20 c'est cool. Ah, on est spectateurs, vous déjà êtes là. 20. Ouais, moi, je voyais zéro. Et- C'est pour ça. Bonjour, merci d'être là. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. On a eu quelques problèmes techniques en arrivant. En fait, je dois donner des liens à Rassam et à Camille Goni. On a eu du mal à se synchroniser. On était presque. Camille Ouais, à Goni. Camille, je vais dire à Camille. Je vais dire à Camille. Et on est très content de pouvoir interagir Ah, ouais, avec vous sans bug, en direct, directement. Si, on est là. Ok, c'est bon, Salut, Amé. je suis là. Salut, Rassam. Rassam Très Yag, bien. ouais, Rassam qui est directement là. Très content de te recevoir, Camille. Eh ben, merci pour l'invite, tous les deux. Effectivement, on a vraiment transpiré là ces 10 Ouais, dernières minutes ouais, en off, ouais. mais En tout off, va c'était. bien. J'étais On est en presque à me live. sauver. J'étais presque à me sauver, mais on est tous les trois là. En plus, ça aurait été délicat parce que, de ce que je vois, ça a l'air d'être quand même un de nos épisodes les plus populaires. En tout cas, de ce que je peux voir, en termes de nombre de likes sur le post de Camille, sur mon post aussi, sur celui de Rassam. Il y a pas mal de gens qui ont commenté, pas mal de gens qui m'ont dit même en off, bah c'est super, le live que tu vas faire, ça va être intéressant, j'ai envie de regarder. Est-ce qu'il y aura la rediff? Parce que je peux pas forcément me connecter, etc. C'était quand même un live qui était attendu avec un des sujets peut-être les plus intéressants. Ouais, et puis j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils allaient regarder le replay aussi avec. Ouais. On a pas mal de gens qui regardent le replay finalement. Il y a pas mal de gens connectés, puis il y a pas mal de gens qui regardent le replay. Moi, je regarde sur le nombre de vues qu'il y a sur le live. Et aujourd'hui, on va traiter de Camille Goni pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. De Camille, pardon, de Camille. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première avec Rassam, et tu me diras, tu m'accompagneras Rassam sur ce propos-là, on avait quand même pour idée assez tôt de faire un live et que ce ne soit pas quelque chose avec des gens qui nous ressemblent trop. Ouais. Dans le style, ouais. Bah, en fait, on s'était dit qu'on allait faire des lives déjà pour pas mettre la lumière sur toujours les mêmes personnes. C'est Déjà ça. pour commencer, c'était la blague de on va mettre la lumière La sur lumière sur Sevran, Sevran, ouais, sur ce exactement. saut. Ouais. Et du coup, c'est vrai que par la force des choses, les premiers invités, c'était pas forcément des têtes inconnues d'une part, et deux, Ouais. on s'était dit ouais, il faut pas que ce soit tous des baroudeurs comme nous et qu'on Ouais, c'est ça. ramène un peu de diversité nous-mêmes Exactement, ouais. dans l'émission. Mais après voilà, les agendas ont fait qu'on n'a pas pu tout de suite le faire, mais on est très content de te recevoir Camille aujourd'hui. C'est clair. Bah, merci. Pardon, je te coupe, Mika, mais Non, vas-y. je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur les gens qui ont réagi à cet épisode. Je pense qu'il y avait un truc très audacieux dans le fait de brander ça Saint-Valentin. On se demandait un peu si c'était cool ou si c'était sexiste, finalement. Exactement, ouais. En fait, Ouais, moi, c'est je quoi pense que toi c'est cool parce que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est celui des stéréotypes que les femmes subissent. Donc, je pense que la Saint-Valentin, c'est une bonne introduction là-dessus. Mais il y a débat quand même sur la thématique. Enfin, moi, mon mec, typiquement, la réaction qu'il a eue quand je lui ai parlé de ce live pour la Saint-Valentin, ça a été waouh, c'est hyper sexiste, Ouais, ça ouais. t'enferme dans ton truc de petite nana de la tech, alors que tu es aussi une super recruteuse. Enfin, mon mec me voit en 4K. Donc, c'est vrai que ça donne même. Mika. Non, mais c'est vrai que bon, c'était audacieux. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir pris l'angle de la Saint-Valentin. De toute façon, Saint-Valentin ou non, moi, je suis ravie d'être là avec vous. Et puis, je suis ravie qu'une femme soit là dans l'absolu. Donc, merci pour l'invitation. C'est carrément ça, c'est carrément ça. Nous, avec Rassam, déjà, c'était d'un point de vue un peu marketing, parce qu'on aime bien faire monter la sauce et essayer de raconter une histoire quand on fait un petit peu nos teasers ou nos reviews. Et on s'est dit, ah bah tiens, pour la Saint-Valentin, il faut absolument qu'on ramène
une femme, une fille. Mais c'est vrai que voilà, comment est-ce que toi, tu as pu le percevoir, comment est-ce que ton entourage a pu le percevoir, parce qu'au final, c'est pas que toi. Toi, tu peux te dire, vas-y, moi, c'est cool, je vais venir, Alex, en Valentin ou pas, mon propos est intéressant, mais tu as des gens, tu as des collègues chez Shine, tu as des copains, tu as des parents, peut-être que voilà, les gens ont réagi. Toi, Rassam, comment tu l'as pris toi, de l'extérieur? Bah écoute, moi au début, c'est vrai que j'ai vu le côté, ouais, ça peut être marrant de jouer. On a regardé le calendrier, je me rappelle très bien, on regardait le calendrier, on va faire ça le 7, on va faire ça le 14. C'est tombé sur le 14, on s'est dit, bon, j'avoue, vas-y, viens, on tente un truc et tout. Et Mika, toi, tu m'as tout de suite dit, ouais, bah vois déjà avec Camille si elle est OK sur l'idée, si c'est pas trop gros, etc. C'est ça. Mais en fait, c'est cool qu'il y ait eu ce débat parce qu'en fait, ça nous a permis, nous, en préparant cette émission, de te dire à Camille, pourquoi aussi on avait à la base sorti ton nom dans la shortlist. Parce que bon, des femmes sur LinkedIn, des femmes dans le recrutement, bah, il y en a aussi un paquet. Donc, voilà. Et en fait, on avait chacun. C'est toi, Michael, qui m'avait apporté l'idée dès le début. Et après, moi, je t'avais dit que je la connaissais. Et puis, je vais peut-être raconter aussi le fait comment on se connaît, Camille. Exact. Mais toi, Michael, je trouvais ça intéressant. À la base, c'est vrai que c'est tous les éléments, les arguments que tu m'avais rapportés. Ça n'avait rien à voir avec la Saint-Valentin. Moi, j'ai fait un peu le forceur. J'ai dit, tiens, regarde, le calendrier. Moi, je t'ai pas balance. Moi, je t'ai pas balance. J'assume avec toi, Rassam. C'est l'idée de recruteur in the house. Moi, en fait, sur la base, j'avais vu Camille. Pour moi, enfin, la diversité. Déjà aujourd'hui, peut-être que je suis en retard et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec toi. Mais déjà, même à l'époque, la diversité, moi, c'est pas un sujet auquel je me suis intéressé directement et il y a énormément d'informations et j'ai pas pris le temps de regarder. Mais moi, je t'avais vu communiquer sur le recrutement, je t'ai vu faire des posts et ça m'a inspiré. Déjà parce que je suis recruteur, je pense que c'est le premier lien avant de te voir comme une femme ou machin. T'es une recruteur. T'es une recruteur dans une startup, Shine, avec un beau rayonnement et tu as commencé vraiment à communiquer dessus. Et moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à faire des entretiens, assez rapidement pour expliquer très simplement ce que je veux faire, et je disais à mon interlocuteur, tu connais Camille Goni, voilà, moi j'ai envie de faire un petit peu à peu près la même chose en fait, j'ai envie de communiquer comme elle, j'ai envie d'avoir cette transparence là, j'ai envie d'expliquer ce que je fais, j'ai envie de faire un petit peu de la marque employeur ou du personal branding, mais un petit peu de manière un peu naturelle. Et c'est vrai que ce nom revenait plusieurs fois, il y a des gens qui te connaissaient, d'autres qui ne te connaissaient pas, mais voilà, moi c'était un petit peu une manière très simple de parler de toi et de surtout ce que je voulais faire. Et du coup, quand avec Karam on a monté ça, j'ai dit ça peut être sympa d'inviter Camille Goni, d'autant plus que je t'avais parlé quand je bossais pour un cabinet qui s'appelait Cleaver. Je t'ai venu un petit peu avec mes gros sabots. Hey, Camille, tu veux me prendre un développeur ou deux, s'il te plaît? Et tu as été hyper humble. Ouais, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut aborder. Tiens, moi j'aurais fait plutôt ça, ça ou ça. Et du coup, tu as pris le temps de parler avec moi, c'était cool. Et même plus tard, quand j'ai cherché du boulot, tu m'as dit, chez Shine en ce moment, j'ai déjà quelqu'un, c'est un peu compliqué, mais tiens, contacte cette boîte. Et en fait, d'une part ta communication et d'une part ton accessibilité, je me suis dit, vas-y, c'est un élément intéressant et incontournable. Aujourd'hui, avec Rassam, on crée un média, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie de le parler. Voilà, avant de parler de Saint-Valentin et de parité, moi, c'est déjà ça l'approche. Et ça a résonné chez Rassam parce que lui aussi, il avait une histoire. Ouais, moi, quand tu m'as parlé de ça, tout de suite, je me suis dit, mais carrément, puisque le temps passe vite, mais ça faisait déjà 2 ans, mais pendant le Covid, début Covid, on avait discuté avec Camille, et on était, je pense qu'il n'y a pas de secret, Camille, je peux en parler. On était dans un process ensemble avant que tu rentres chez Shine. Je ne sais plus exactement où tu étais à l'époque. Et on avait avancé assez concrètement. On était je t'ai même fait une offre pour que tu rejoignes notre équipe chez Doctolib. Et pour des raisons. Non, à Doctolib, tu l'as dit publiquement. Que des révélations. Que des révélations chez nous, on parle vrai. C'était des raisons. Je pense qu'on avait tous les deux envie de bosser ensemble et avec toutes les personnes qui étaient dans le process et tout aussi. Et puis, il y avait 2-3 éléments d'ordre, on va dire, de flexibilité sur le remote, notamment. À l'époque, on n'était pas encore aussi ouvert qu'on l'est aujourd'hui. Là, on fait du full remote pour les recruteurs aussi, mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Et comme tu l'as très bien dit, je crois, dans un post récemment, Shine, c'était déjà quelque chose qu'ils adoptaient de manière régulière. Et puis, tu es à Bordeaux, tu vas peut-être le dire toi-même. Et puis voilà, moi, c'était ma petite... Mon premier lien et du coup très heureux du coup de t'avoir. Et puis Saint-Valentin, c'est parfait quand même. Voilà. C'est sûr. Petite question subsidiaire. Vous avez acheté quelque chose à votre conjoint pour la Saint-Valentin? Moi, je me fais offrir quelque chose. Je suis une femme. Il faut bien que les stéréotypes jouent. On commence.
Et toi, Rassan? Dis, est-ce que tu t'es remis de tes blessures, Rassan? Bah voilà, mes blessures, j'ai gardé le beau bouquet que j'ai fait. C'était un investissement intelligent, smart. Smart pour les deux. Exactement. Je suis très content de vous avoir. Alors, on va commencer déjà peut-être par le début. Moi, j'aimerais bien. Je ne sais pas si tu as l'habitude de faire des podcasts, Camille et David, j'ai pas dit Denis, de faire des podcasts ou te raconter, mais voilà, peut-être déjà, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton début? Comment est-ce que tu es venu à faire du recrutement? Pourquoi? Où? En cabinet, machin? Déjà, peut-être nous présenter un peu qui tu es, ça peut être intéressant. Mais grave, pour te répondre, Mika, non, j'ai pas du tout l'habitude. Je suis un peu terrifiée, mais Ouais. je suis là parce que je vous aime beaucoup et que je trouve que cette émission a du sens. Enfin, bref, je vais vous raconter un peu qui je suis. Sur comment je suis arrivée dans le recrutement, il n'y a pas il y a pas de secret. C'est comme 100% des recruteurs, c'est un hasard complet. Moi, je suis neuropsychologue de formation. J'ai Oh, exercé un peu à l'hôpital. Il se trouvait que je bossais dans la mode en freelance en parallèle de mes études et à l'issue de mon diplôme, j'ai monté une start-up qui était en gros une marketplace qui ok. faisait de la recommandation via un algorithme. On l'a revendue. Après ça, moi, je suis allée bosser au Maroc pour une start-up dans l'éducation qui était toute petite où j'étais une espèce de talent acquisition manager, chief of staff. Enfin bon, c'était un gros package ce poste. Et après ça, j'ai fait du cab, mais je pense qu'on y reviendra à un moment. Je bosse en cabinet de recrutement Ok. sur la tech, sur les développeurs, donc vraiment dans le dur. Et après, j'ai voulu passer en interne et c'est là que j'ai commencé à rejoindre des boîtes post-séria sur des rôles de première recruteuse. Donc, en ce qui concerne Shine, je suis là depuis bientôt 2 ans et au Ouais, début, c'est ça, j'étais 2 ans. toute seule. Et après, j'ai créé une équipe parce que Shine a grossi. C'est ça, ouais. Voilà. Mm. Top, intéressant. Donc, tu as eu plusieurs caps comme ça. Mais c'est quoi le premier déclic, la première fois que tu es passé donc, de ton ancien poste, peut-être, à un poste de recruteur, ça s'est fait comment? Tu veux dire C'est quand je ouais, suis passée de cab en interne? ouais, c'est ça. C'est plutôt. Ah non, juste avant cap, pardon. Avant cap. Avant le cab, j'étais au Maroc. Ouais, Et c'est vrai que le recrutement, moi, je me destinais plutôt à un truc RH avec mes ok. études de psy. Ouais, Mais j'ai toujours eu ce truc un peu commercial quand même. ok. Et je trouve que le recrutement, c'est un bon entre-deux. Bon, maintenant, en cab, ça m'a pas tellement convenu parce que Ouais, la partie commerciale, c'est le gros du scope finalement. bien sûr, ouais. Mais je sais qu'on y reviendra plus tard au Ouais. sujet des cabs. C'est Yes, 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 intéressant. carrément. Mais c'est plutôt, c'est une rencontre, c'est une opportunité, c'est un mélange des deux qui peut, la première fois, t'as donné un petit peu l'opportunité d'exercer Ouais, ce bah moi métier? je suis allée vivre au Maroc. Bon, c'était un trip que j'avais. Et donc là-bas, j'ai rencontré une start-up qui était un espèce d'academia, un peu Ok, incubateur aussi de start-up. Bon, c'était vachement large, je faisais un peu de tout. Et il y avait de gros besoins en recrutement. Alors, assez improbable à l'époque, je recrutais des profs particuliers. ok. Donc, c'était un délire. Je parle vraiment très peu d'Arija, donc c'était l'expérience. Voilà comment je suis tombée dedans, mais j'ai adoré. Ah, mais c'est clair. J'adore ce métier. Moi, je me destine pas du tout à passer côté RH. Je Ok. trouve que le recrutement, c'est génial. Enfin, c'est au carrefour du marketing et du business et de un truc très people quand même. Ouais, carrément. Donc voilà, Tu dirais que complètement en le amour. recrutement n'est pas RH? Ouais, exactement. Attends, tu veux dire que j'emprunte cette formule, Rassam? Non, je l'ai inventé comme ça. Moi, j'avais une C'est question par fort. rapport peut-être aux anciennes émissions qu'on a déjà fait, parce que bon, du coup, chez Shine, tu as construit une équipe, tu disais, et est-ce que tu partages, comme beaucoup, je pense, le constat que c'est chaud de recruter des recruteurs? Comment toi, tu as créé cette équipe? Est-ce que tu l'as créée dès le début ou c'est récemment, là, ça s'est accéléré? Et si tu pouvais parler un petit peu de ton constat sur le marché du recrutement. Mm, mm. Moi, alors au début, je suis arrivée, c'était le feu. Quand ils m'ont recruté, il y avait un plan de recrutement de 70 personnes. Je trouvais que ça n'avait pas de sens de directement recruter une équipe. Donc bon, j'ai été assez hands-on au début. Et puis bon, après, il y a eu vraiment trop de sujets. Donc on a commencé à recruter. Et moi, le souvenir que j'ai de cette période-là, de quand je cherchais la première personne de mon équipe, c'est la plus grosse galère professionnelle que j'ai jamais connue. Je ne sais pas si c'est parce que le marché du recrutement est tendu. Bon, ça, c'est plus cette année peut-être. Ouais, Mais il c'est était vrai à que l'époque. non, à l'époque, j'ai l'impression moins.
mais ça m'a pas empêché de voir tout Paris, j'ai l'impression, parce que je trouve que c'est très challengeant. Enfin, quand tu recrutes pour ta propre équipe, tu as ce truc de projection du complexe de l'imposteur, de attends, qu'est-ce que je vais apporter à des gens qui bossent avec moi. Enfin, c'est très difficile. Déjà à ce moment-là, ouais. Ouais, et ce truc est couplé au fait que dans notre petit écosystème de start-up, ça va très vite, quoi. Enfin, faut exécuter. Et donc, forcément, il faut que tu trouves des gens meilleurs que toi. Je trouve que c'est ça le sens d'être manager en start-up, de trouver des gens plus spécialisés qui vont avoir un autre impact que le tien. Et donc, bon, à chaque fois, c'est une galère, mais aujourd'hui, on est 5 et voilà, finalement, j'ai réussi quoi, à constituer une équipe chouette qui a des forces enfin, voilà, quoi, on se complète bien. Déjà, bravo pour ça parce que ça renvoie un petit clin d'œil au moment où on discutait, on faisait les entretiens. Et c'est un petit message aussi à tous ceux qui sont en train de réfléchir. Est-ce que je vais en startup? Est-ce que je vais en scale-up? Est-ce que je suis manager aujourd'hui? Est-ce que je dois garder une équipe ou est-ce que machin? Et je veux être manager. Est-ce qu'il faut absolument que mon poste me propose ça? Et je me souviens très bien à l'époque où on discutait parce que c'était un peu un sujet dans tes débriefs. Je me rappelle avec Lisa, on en parlait. Sur le fait que sur papier, on sentait que tu étais totalement prête à prendre le lead, coacher, prendre sous ton aile, recruter, avoir une petite équipe. Et on s'est dit, nous, on te proposait de venir plutôt en tant que IC dans l'équipe Product Data Design. Et toi, tu avais je me rappelle que parce qu'on à aucun moment on s'est dit, ça va être relou, elle dit oui, mais en vrai, elle préfère être manager, etc. Tu avais cette humilité, je me souviens très bien. Mais au final, l'histoire fait bien les choses parce que tu t'es retrouvé dans une opportunité où tu as créé ton équipe. Et je trouve que c'est un bon message pour tous ceux qui se disent, au final, tu peux très bien aller dans une scale-up, être ici et c'est cool, et après retourner être team leader ailleurs ou talent acquisition manager ou head of je sais pas quoi ailleurs. On est dans un environnement où c'est tellement riche quand, bon, pour d'autres c'est peut-être plus compliqué évidemment, hein, on est des privilégiés je pense côté startup scale-up, mais c'est cool. Ça, déjà, c'est top. Vous êtes combien, tu m'as dit 4-5 aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Mais je trouve que la question est hyper intéressante, Rassa, mais bon, je le dis publiquement, ça a été l'enfer de dire non à Doctolib parce que j'ai 2 parents dans la santé. Enfin, Doctolib, bon, c'est le produit qui me fait rêver, quoi. C'est vrai que le stade de la boîte gros m'a fait peur aussi. Mais pour autant, je pense que j'aurais eu tellement de choses à apprendre en tant que IC, justement, et même en tant que manager. Hein. Franchement, moi, je suis dans mes balbutiements. Je ne sais pas si je suis bonne à ce que je fais pour l'instant. On a un truc très horizontal que j'essaye de faire fonctionner. Ça marche parce qu'on est 5. Rassam, je te rappelle quand on est 30 et je te dis si j'ai survécu. Et tu sais que pendant que tu disais ça, je viens d'avoir une idée d'émission qu'on devrait faire. Imagine, on faisait comme Norbert, tu sais, on t'a fait venir genre Saint-Valentin pour parler des meufs et tout. En fait, non, c'est pas du tout ça. Il y a toute ton équipe qui nous a demandé. Et eux, ils sont toujours en mode, aide-nous. Voilà, si Camille pouvait arrêter d'être notre manager. Je sais pas ce qu'ils vont dire, ça m'arrête. C'est déjà ils nous écoutent sûrement d'ailleurs. N'hésitez pas à dire à quel point vous êtes heureux d'être dans cette équipe. Et ils sont tous en remote ou il y en a qui sont sur Paris? C'est faux. Il dit Anne-Lucie dit c'est faux. Anne-Lu Ouais, non, on est une équipe pas mal remote. Moi, j'ai un rythme un peu particulier. Je viens 2 jours par semaine à Paris. Il y a 2 personnes qui sont à Paris. Après, il y a du Barcelone, du Marseille. Bon, c'est vrai que c'est très mix, quoi, finalement. Et moi, ça me va bien. En n'étant pas à Paris, je trouverais ça un peu bizarre que toute l'équipe soit hyper centralisée. Bon. En plus, vas-y, je t'en prie. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu as aussi pris un poste de talent acquisition spécialiste chez Shine à un moment donné où il n'y a pas toutes les startups qui ont internalisé vraiment la fonction de recruteur. Ça a été quoi peut-être tes premiers contacts, tes premiers freins avec les managers, déjà juste pour créer déjà ta place avant de penser à recruter, avant que le codir se dise « Ok, Camille fait du bon boulot, filons-lui un budget pour qu'elle recrute 1, 2, 3 personnes ». Comment est-ce que tu as réussi déjà à créer ta place, à leur dire « Ok, vous avez des cabinets, mais moi je vais le faire et vous allez me faire confiance et on va créer un process ensemble ».
Je vais te dire un scoop, Mika. Moi, j'ai Allez, jamais vas-y. bossé avec un cabinet de toute ma vie de recruteuse interne. Je pense Ok. que tout le monde me déteste dans ce business. Pour moi, c'est mes concurrents directs, quoi. Bien Enfin sûr, bon. bien sûr. Donc, il n'y a jamais eu trop de cap dans l'équation. Et franchement, je peux pas me vanter d'avoir convaincu Shine de quoi que ce soit. C'est une boîte. Bon, j'ai l'air d'être en promo totale, hein, mais c'est une boîte Non, non, vraiment pas vas-y, comme si tu les peux, autres, hein. quoi. Tu peux aller, tu peux y Euh, aller, tu peux y aller. qui m'a toujours dit, d'ailleurs, j'ai jamais demandé à avoir quelqu'un dans l'équipe. C'est Raph, notre CTO et cofondateur, qui a dit, et Camille, là, c'est chaud pour toi, non, tu veux pas prendre quelqu'un? Et Ouais, bon, à chaque fois, c'est venu un peu comme ça. J'ai eu d'autres boîtes où il y a eu plus cette question de évangéliser le job, d'essayer de se détacher de la fonction support, hein, de hey, toi, tu tries les CV, tu vas me chercher. Bon, c'est dur de donner une dimension stratégique à ce métier parce que c'est la différence entre recruteur et talent acquisition, quelque chose, ouais. cette dimension conseil quoi sur les job desks, etc. Et dans mes boîtes d'avant, j'ai plus galéré que chez Shine où tout le monde était hyper ouvert d'esprit, bouquinait vachement sur la question. Bon, c'était simple. Ok, d'accord, cool, très simple. Euh, en premier sujet, si on peut attaquer un petit peu la diversité, parce que moi je suis hyper curieux sur le sujet. Comme je t'ai dit, il y a plein d'informations. Moi, je ne me suis pas forcément intéressé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Je m'y intéresse de plus en plus depuis ce live-là. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré Edona, sur qui est venue. On a mangé ensemble. Elle m'a Mm. parlé de plein de choses. Il y a des bouquins. Elle m'a conseillé aussi un TED. Déjà, juste avant d'aborder les questions, toi, Rassam, la diversité, c'est quelque chose qui te touche. C'est quelque chose déjà que tu mets en place. C'est quelque chose où, comme moi, tu le vois, mais tu t'es pas encore posé les bonnes questions. Comment tu envisages déjà la chose, par Rassam? Ouais, ouais. Bah, en fait, je pense que comme tout le monde, c'est pas un sujet que j'avais forcément anticipé de marier au travail. C'est-à-dire que je Ouais, pense que bon, la diversité dans l'absolu, de se sentir dans un groupe, de se sentir un petit peu le seul du groupe parfois, etc. Ça, oui, à titre perso, je le sentais dans le monde du travail depuis toujours. Mais même quand je suis arrivé chez Docto dans le monde startup parisien, je pense stand-up. en 2000, dans le monde stand-up, en 2000, entre 2017 et 2019, c'était encore un truc où, tu vois, c'était vraiment un nice to have de commencer à, par exemple, faire du sourcing, de diversifier son Ouais. sourcing, de réfléchir sur des KPI de sourcing Mm. un peu divers. Il y avait évidemment plein de postes de D&I, d'inclusion, etc. Mais c'était pas très concret. Je trouve qu'aujourd'hui, on est clairement dans une phase où il y a peu, tu vois, si tu es recruteur dans des boîtes tech, tu es recruteur dans des boîtes qui grandissent très très vite et que tu ne commences pas à t'intéresser, comme tu dis, à ce sujet-là de plus près et de dire, OK, bah, de manière très concrète, comment ça s'applique au recrutement, qu'est-ce que ça veut dire pour mon sourcing, qu'est-ce que ça veut dire pour mes managers, qu'est-ce que ça veut dire pour l'environnement de travail, qu'est-ce que ça veut dire. Et après, derrière, bon, les variétés de diversité, on va en parler aujourd'hui, plutôt des Bien femmes dans le sûr. recrutement aujourd'hui. Mais donc oui, j'ai évolué avec tout ça. Je pense qu'il y a 2-3 ans, tu m'aurais posé la question, j'aurais été en mode ouais, pourquoi pas, mais vas-y, déjà viens, on recrute et puis après on voit. C'est ça. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme l'écologie, entre guillemets, il n'y a plus de débat. Il Il faut, faut ouais. attaquer les sujets, tu peux plus faire juste ah, c'est sympa, mais on reverra plus tard. Moi, à mon niveau, c'est ça, mais sur le sujet de la diversité, avant d'attaquer, parce qu'on voulait te demander, Camille, chez Shine, ce que vous aviez mis en place concrètement sur ces points-là. Mais enfin, d'ailleurs, que ce soit des trucs que vous avez mis en place qui ont marché ou pas marché, mais moi, je voulais, parce qu'on a parlé des préjugés de genre, d'ailleurs, c'est une terminologie voilà, qu'on n'entend pas tout le temps. Est-ce qu'on pourrait attaquer peut-être par ça et que tu nous, pour les gens qui écoutent et même pour nous, un peu dire concrètement c'est quoi les préjugés de genre, donner peut-être des exemples et puis voir un peu. Ouais, déjà, je crois on avait prévu en CAB, quand tu es recruteuse et que tu contactes des candidats, et ensuite dans une deuxième partie, quand tu es une fille et que tu te fais contacter peut-être potentiellement par des recruteurs ou des Mm. recruteuses, si ça vous va. Dans un premier temps, sur les préjugés de genre, puisqu'on a vachement brandé ça sur l'événement, Ouais, bon, le stéréotype de genre, c'est finalement l'ensemble des croyances, souvent hyper exacerbées, qu'on attribue à un groupe d'individus, donc ici les femmes. ouais, En fait, ça relève souvent du préjugé. Et ce qui est un peu pervers, c'est que tu as d'un côté la dimension projective.
Donc, typiquement, moi, je suis recruteuse. Là, dans mon pipe, j'ai une nana, elle a 35 ans, elle a 2 enfants. Ouais, en fait, je me demande si elle va être vraiment à fond dans ma boîte. Elle n'a pas l'air de privilégier sa carrière. Bon, ça, c'est le côté externe, quoi, du stéréotype. Mais il y a aussi une dimension très internalisée. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on struggle avec ces enjeux de diversité. C'est typiquement l'étudiante qui est en école d'ingé et qui prend pas la spécialité de développement parce que en fait c'est vu comme très analytique, très masculin. Enfin, ça Ouais, c'est un correspond métier de pas. mec. Ouais, voilà, à tout ce qu'elle a internalisé. Donc, ce truc t'empêche parfois aussi de te mettre en avant ou de faire certains choix. Moi, en tant que femme, évidemment, ça m'a impacté un peu dans toute ma carrière, en cab surtout, si tu veux aller là-dessus. Ouais, mais avant ça, dans quel genre d'exemple, toi, peut-être, dans tes études ou plus jeune, tu t'es bridé en disant, vas-y, c'est pas pour moi. Je suis une fille, c'est pas pour moi. Je suis une femme, c'est Mm. pas pour moi. Mm. Franchement, dans mes études, pas trop. Moi, j'ai des parents très Toi ou ton engagés. entourage ou ta Ouais, vision sur le sujet, ouais, peut-être. Ouais. ouais. Franchement, ça allait. En plus, j'ai fait psycho, donc vachement de femmes. Bon, t'es psychologue, les gens s'attendent à avoir une femme. Alors, il y avait un truc d'agisme. Être jeune, c'était compliqué, mais c'est un autre débat. Ouais, bien sûr. C'est vraiment quand j'ai commencé ma vie pro, en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que de tout temps à jamais, j'ai toujours reporté aux fondateurs des boîtes et 100% des cas, c'était des mecs. Ok. Et en fait, je me rends compte que j'ai mis vachement de temps à m'exprimer quoi dans mes posts et à oser être moi-même. En fait, j'ai l'impression de Ok. m'être toujours un peu comportée en assistante quoi quand je regarde la Camille de ses expériences d'avant. Donc ouais, c'est un truc qui date vraiment du début de ma carrière en tech quoi, parce que c'est très masculin. Bien sûr. Est-ce que tu penses que le principe même, tu sais, quand je t'ai appelé la première fois pour venir discuter avec nous ici, tu m'as tout de suite dit, bon, bah non, enfin, oui, pourquoi pas, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire? En vrai, j'ai rien à dire, machin. Et c'est vrai que moi, j'ai associé ça tout de suite au syndrome de l'imposteur. C'est un Mm. mot un peu qui revient très souvent. Est-ce que tu as Imposter l'impression syndrome. the imposter syndrome? The euh, imposter syndrome. International, ça. Ouais, Ouais. surtout toi, Mickaël, surtout toi. Surtout moi, bien sûr. Je Et est-ce travaille que tu beaucoup. as l'impression Studie. que c'est quelque chose qui est lié plus à ta perso ou plus au fait justement que tu es une meuf et que dans le passé, comme tu dis, peut-être par rapport au fait de plus être dans un environnement de mec, tu te bridais toi-même? Ouais, non, clairement, je pense que c'est un truc que j'ai subi. En fait, bon, ça revient un peu comme des réminiscences de temps en temps, mais j'ai subi pas mal de discrimination très directe liée au fait d'être une femme. Et donc, bon, aujourd'hui, je suis une femme dans le recrutement. Il y a plein de stéréotypes autour d'être une recruteuse. Donc, ouais, je pense que ça a joué, que je cultive un syndrome de l'imposteur, comme beaucoup de gens dans certaines configurations, quoi. Tu peux en avoir un quand il s'agit de parler anglais, enfin bon, j'en sais rien. Ça revient plein de fois. Et je me dis que quelque part, bon, c'est bien, ça me fait travailler sur mon humilité aussi, ce truc. Mais c'est sûr que quand tu m'as proposé ça, Sam, c'était panique à bord. Je me suis dit, attends, ça va être quoi le sujet pour que j'apporte un truc intéressant au débat? Et ça, c'est intéressant parce que toi, qui es averti sur le sujet, qui a fait des actions pour l'égalité, quand on te demande est-ce que tu veux venir parler, donner ta parole, tu as des doutes, alors que nous, on a eu d'autres mecs, zéro doute. C'est vrai. Avant même de parler d'un sujet, avant même de dire ouais, je vais dire ça, je viens, pose n'importe quelle question. Mais t'es sûr, on peut bosser ensemble avant, pose ce que tu veux. Et au final, tu es la personne qui a le plus travaillé, qui a fait peut-être une des vidéos de promotion les plus quali et qui m'a sorti 7 pages sur Notion en ce qui concerne le contenu que tu voudrais divulguer en nous demandant si c'était bon ou pas. Tu es la première qui m'a demandé de recorriger la vidéo, qui m'a dit ah bah il y a ce petit point qui peut être amélioré, ici il y a des petites coupures. Donc c'est toi peut-être limite qui nous a le plus pris au sérieux, qui a le plus travaillé, mais en amont, malgré tous tes travaux sur la parité, bah, tu as douté. Est-ce que c'est pas ça Ouais, déjà peut-être ouais, un carcan psychologique dans lequel on est tous et dans lequel tu pourrais être? ouais, grave. Et à la fois, tu vois, j'ai tellement en horreur les gens qui ont pas de doute, quoi, et qui ont l'impression que ça y est, ils sont au moment de leur vie où ils savent tout et c'est bon, que je me dis, bon, à choisir, hein, s'il faut avoir un ou l'autre de ces problèmes, tu vois, je préfère rester dans mon complexe de l'imposteur, là, et progresser, quoi. Enfin bon, je dis ça, ça fait pas très humble, du coup, mais vous comprenez l'idée.
Non, t'es très humble, je te rassure. J'en profite pour peut-être qu'on va pouvoir passer à quelques exemples qu'on avait en tête par rapport au monde du cabinet, au monde des rendez-vous clients. Et je le dis pour tous ceux qui nous écoutent. Et si vous avez soit des questions, soit des témoignages, vous étiez en cab, en SS2I, en interne, et que vous avez des petites histoires sur les préjugés de genre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à poser vos questions. Mais moi, on peut commencer parce que j'en ai parlé dans ma petite vidéo, parce que c'est celle qui… Oui, vas-y. Non, parce que ça fait le live, ça fait 20 minutes, mais personne ne m'a rien dit sur mon pull. Vous le trouvez cool ou pas? C'est Snoopy. Cool. Non, mais la couleur, pas que Snoopy, mais la couleur. Enfin, personne m'a dit, ouais, Mika, je trouve ton pull cool. Okay. Quoi? Parce que tu aurais dû mettre un pull rouge. Pose tes questions, vas-y. Pose tes trucs sur la… Attrape une banane, Mika. Je vais chercher une banane. Ouais. Va faire pipi. Non, moi, je voulais. C'était au moment où on était en cabinet. Et toi, tu as fait des cabinets anglo-saxons aussi, je crois, non? Ouais, la première question, alors peut-être. La première question, déjà, tu as posé la question. Et c'était quoi? J'étais dans un cab fondé par un ex-KPMG, donc très anglo-saxon comme approche, quoi. Dans le dur. Moi, j'étais dans des cabs qui sont proches des cabs S3. Je pense que tu avais bossé aussi avec des gens plus tard qui venaient aussi de S3. Des cabs anglo-saxons où c'est très transactionnel, très masculin, où voilà, ça close, ça crie, ça gueule, ça boit, etc. Ça sort de la fête. Aston, voilà, je vois qu'il y a des ex-Aston dans le chat. Toff, tu connais. Mais un des trucs qu'on entendait très souvent, et j'en avais parlé dans un autre podcast sur la parité de Raise avec Mobiskill. Avec Mobiskill, exactement. Ouais, merci. Merci. La question, c'était, en cab, on dit souvent, oui, si tu es une nana, forcément, c'est plus simple de choper des rendez-vous, de faire du chiffre, etc. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont décisionnaires, donc ils veulent travailler avec toi ou machin, etc. Ça, est-ce que toi, tu l'as senti personnellement déjà dans tes passages en cab? Je suis allée dans un cab seulement et ça m'a vaccinée pour toujours. Non, mais c'était pas si terrible. Je me dis que ça se trouve, Greg écoute. Mais c'est vrai que moi, j'ai débarqué dans un cab, donc culture très chasse, quoi. Donc, mon taf, c'était à 70% de prospecter, donc de trouver les clients. Et donc, en arrivant, page blanche, il n'y a pas de… Bon, faut se faire son réseau, quoi. Donc, tu as le choix entre prendre ton téléphone et appeler, barrage secrétaire, l'enfer, soit du mail, soit du LinkedIn. Bon, donc, je teste un peu tout. Moi, je m'aperçois que LinkedIn, ça marche bien. LinkedIn, j'ai ma photo, j'ai 25 ans, je souris. Je sais pas si ça joue ou pas, je suis dans le flou. En tout cas, LinkedIn, ça marche mieux pour moi. Et je me rappelle d'un événement en particulier où il y avait un compte d'une startup que je ne citerai pas, que tous les gens du cab avaient essayé d'ouvrir. Personne n'avait réussi. Moi, j'avais approché le CTO avec une blague sur LinkedIn et ça avait marché. Et j'avais fini par placer des devs là-bas. Et je me rappelle que ces placements avaient un petit goût amer. Et bien sûr que moi-même, je me la suis posé cette question attends, ça m'aide d'être une nana jeune aussi. Hein. Je pense qu'il y a un cumul des trucs. Et c'est appuyé par le fait que tout le monde te regarde d'un air un peu dubitatif. Oui, bon, voilà, ça a l'air plus simple quand tu es une femme, mais ça, c'est terrible pour se sentir légitime. Surtout qu'il y a plein de côtés hyper négatifs à être une femme aussi, en termes de crédibilité perçue, quoi. Moi, personnellement, et c'est vrai que j'ai travaillé en cabinet de recrutement et j'ai vu des femmes faire de meilleurs résultats que moi. C'était peut-être l'aigreur, mais je l'ai pensé. Moi, je l'ai pensé, comme je te l'ai dit en bac. Et des fois, je me suis dit, j'y arrive pas, forcément, parce que elles, sur le premier message, sur la prospection à froid, cold prospection, elles avaient peut-être plus de possibilités de créer du lien, de créer du commitment et d'avoir du business. Et je pense que énormément de gens l'ont pensé. Donc, toi, qu'est-ce que tu diras à ces gens, à cette pensée déjà que j'ai pu avoir et qu'aujourd'hui j'ai un peu moins parce que je relativise et parce que je suis plus en cabinet, mais par rapport à ces gens-là, qu'est-ce que tu aurais à dire, à répondre? Je pense qu'en fait, c'est pas le fond du débat de se dire est-ce qu'on a plus de leads, est-ce qu'on a plus de gens qui disent ouais d'accord pour s'appeler, ou alors on peut traiter cette question, mais bon c'est pas le fond du truc parce que
je pense qu'une nana, elle se cogne aussi à l'énorme problème de les gens qui te prennent du temps, alors qu'en fait, ils ont rien, il n'y a pas de business, il y a juste, ils ont envie de discuter, autant côté candidat que côté boîte, quoi. Et il y a aussi la question de la crédibilité. Enfin, moi, je compte plus le nombre de fois où il y a des devs qui m'ont dit oui, bon, à ce moment-là, je faisais un peu de Java. Enfin, bon, je passe sur le technique parce que tu captes rien, quoi. C'est ça le truc qui est sous-tendu. Donc, peut-être que c'est plus facile d'obtenir des calls, mais toute personne qui a fait du recrutement sait que c'est pas parce que tu as un call que ça marche, quoi. Le chemin est long et il y a beaucoup de perte de temps aussi. Donc, l'un dans l'autre, je pense que le truc s'équilibre. Et que le débat, il n'est pas sur est-ce que c'est plus facile d'avoir du lead, quoi, forcément. En fait, simplifier de cette manière-là, c'est vraiment occulter tout ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est une lame à double tranchant parce que certes, tu auras plus de leads, mais également plus de tri et potentiellement plus de relous aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tout en te sentant pas crédible parce qu'en fait, tout est deal, surtout quand tu es junior. Moi, j'étais junior. Hein. Ils ont un arrière-goût un peu de ouais, bon, quoi, j'ai eu de la chance. Enfin, c'est dur, franchement. T'en as eu des réflexions comme ça? Ouais, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. D'ailleurs, je me rappelle que mon premier deal, j'ai eu du champagne rosé parce que je suis une fille. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un peu partout quand même ce truc. Et tout a un goût un peu amer. Je pense que après, quand tu es en interne, c'est moins ça en vrai parce que bon, t'es plus dans cette dimension aussi commerciale. Mais je pense à toutes les nanas qui bossent en sales. Je pense que c'est un problème auquel on se confronte toutes quand on est junior. Ouais. C'est un très bon point parce que je pense que moi, je l'avais pas vu de cet angle-là. C'est-à-dire que je me suis jamais posé la question de me dire bon, peut-être que les filles ou les femmes qui sont recruteuses vont avoir plus de rendez-vous, de prospection, plus de leads, plus de candidats au téléphone, mais que dans l'eau, certains ont aussi pris le call pour voilà, sans forcément d'avoir des arrière-pensées, tu vois, mais juste parce que c'était agréable pour eux, c'était une petite pause dans leur journée. Enfin, de même recevoir un cab, de recevoir un cab en entretien, le rendez-vous physique, on était omnibulé par le rendez-vous physique, tu vois. Si c'était juste un call, ça comptait pas, c'est pas un rendez-vous, t'as pas vraiment fait le rendez-vous client, non, fallait aller dans leurs locaux. Et donc là, effectivement, je vous ramène les croissants, machin, etc. Tout ça, moi, je le voyais. Et pendant que tu le disais, et j'y ai repensé à ça l'autre fois aussi, mais je me dis, c'est aussi, il y a encore une triple injustice peut-être parfois pour celles qui, en plus, parce que toi, Camille, j'ai l'impression de là, tu t'exprimes très bien. Je pense que tu pouvais même à la limite pouvoir être OK pour en jouer peut-être dans un certain cas. Je pense à peut-être celles qui sont des femmes dans le recrutement qui détestent, genre qui ont horreur potentiellement de ce truc-là et donc vont même pas tenter, genre vont aller s'ils sentent que entre guillemets le client a entre guillemets, certaines vont se dire ok bon bah toi je vais justement faire du business avec toi et au final moi je vais sortir gagnante parce que ce qui m'intéresse plus c'est mon deal. Et d'autres peut-être ce qui les intéressait c'est pas tant le deal mais c'est plus de faire leur métier ou d'être bien vu en interne avec leurs collègues. Et du coup se retrouver à pas faire du business, leurs collègues se disaient oh, en plus t'es une femme, t'y arrives pas donc t'es vraiment triplement nul. Et donc, en vrai, ça peut être à ça, quoi. Ouais, c'est terrible. Après, t'as parlé d'un sujet, je pense que tous les recruteurs tech et recruteurs IT ont eu droit, et même aujourd'hui, hein, que les devs, que les CTO, que les responsables opérationnels se disent, bon, ils comprennent rien, c'est des recruteurs, ils sont débiles. Mais effectivement, si en plus t'es une femme, entre guillemets, il peut y avoir une double peine en mode, c'est clair, elle ne comprend pas le sujet technique, etc. Ça tu l'as senti, par exemple, avec des clients, des prospects, des DSI, des profils techniques? Ouais, non, mais grave. Je me rappelle d'un CTO qui m'a dit un jour, bon, là, on va chercher des devs iOS. Bon, c'est du Swift. Enfin, tu sais, le mec était hyper hésitant et il me dit, c'est pour les applications sur ton iPhone. Ça m'avait tué, ce truc. Je me dis, mais putain. Et tu peux pas le couper, c'est ton prospect. Donc, tu dis, ah, super. Et en fait, c'est l'enfer de rentrer vraiment dans le détail des roadmaps, enfin, qui te parlent technique. C'est très painful, ce truc. Et c'était moins le cas quand j'étais accompagnée d'un mec, quoi, du cab. Donc, c'est chiant, mais bon, faut en faire son parti si tu peux. C'est sûr qu'il y a des choses à en tirer. Mais encore une fois, je pense que le débat n'est pas là, quoi. Et tu parlais de tout à l'heure avoir commencé LinkedIn et tu as vu que ça marchait un peu mieux pour toi. Et je pense que
C'est sur LinkedIn aussi, toi, tu disais, Michael, que tu avais commencé à voir Camille C'est ça. les premières fois. Est-ce que ce sujet-là existe aussi une fois que tu sors des murs du cabinet de recrutement, que tu vas en entreprise et que du coup, là, ta présence se fait sur LinkedIn, tu sens aussi quand même une différence entre la façon dont les gens reçoivent ton message, le fait de prendre la parole, tout ça? Ouais, carrément. Enfin, je pense que quand tu es une nana, c'est dur aussi de poster sur LinkedIn, enfin de s'exprimer en public. Moi, j'avais un petit training parce que quand on a monté notre startup, là, il a fallu se mettre à communiquer. Enfin, tous les incubateurs nous disaient ça. Donc, je m'étais mise un peu sur Instagram. Finalement, Instagram, LinkedIn, exactement le même débat. Le plus dur, c'est d'appuyer sur publier, de surmonter la peur d'avoir 3 likes. De dire un truc pas intéressant. Enfin bref, donc ce truc m'a entraînée. Et puis là, depuis 1 an et demi, je me suis mis de manière un peu costaude sur LinkedIn. Je postais un tout petit peu quand j'étais en cab. Je me rappelle que beaucoup de relous. Je ne sais pas si j'attribue ça au fait d'avoir eu à l'époque un poste avec moins d'impact ou d'être plus jeune aussi. Je pense que les nanas après 25 ans, ça va mieux tout de suite dans la rue et sur LinkedIn. Donc moins de messages relous. Mais c'est vrai qu'au-delà des messages de drague qui existent de moins en moins dans mon LinkedIn, il y a la question du mansplaining. Dès que je poste sur un sujet un peu technique, il y a un mec de plus de 40 ans qui vient m'expliquer ce qu'il faut penser en fait dans les commentaires. C'est un truc C'est quoi le mansplaining? Le mansplaining, c'est le fait qu'une femme exprime quelque chose sur un terrain d'expertise. Moi, typiquement, ça pourrait être le recrutement. Et qu'un mec qui connaît rien vienne t'expliquer comment c'est censé être. Typiquement, c'est le coup de la meuf qui est chauffeur Uber, qui est en train de se garer, et il y a un mec qui va lui faire des grands signes pour l'aider à se garer, tu sais. Voilà. C'est une femme, quoi. Sans qu'elle ait rien demandé, quoi. D'accord. Ouais, voilà. Et ça, c'est un truc qui arrive pas mal. Et c'est ma nouvelle galère sur LinkedIn, disons, qui accompagne le fait de poster. Est-ce qu'il y a des recruteurs hommes qui viennent te taper une boulaine, une recherche boulaine à ta place? Alors là, non, mais attends, laisse-moi faire. Ouais, mais... ça arrive, je vais vous raconter. Va faire un café, Camille, on s'occupe de tout. Tu disais quoi? Le dernier cas de mansplaining qui m'est arrivé, c'était sur un post sur la prise de référence. Je pense que ça pourrait être un débat dans votre émission aussi, Rassam. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce truc. Moi, je suis très contre la prise de référence dans le recrutement. Donc, c'est ce que j'exprimais dans mon post, avec pas mal de nuances d'ailleurs. Et il y a un type qui vient et qui me dit vous avez des enfants, Camille? Je ne pense pas, vu votre âge, mais si vous deviez en avoir, vous auriez une nounou. Je pense que vous prendriez les références de votre nounou. Bon, donc j'étais restée un peu comme ça. Le mec a un post un peu important. Ça, c'est en ligne, c'est en ligne, tout ça. Un commentaire de LinkedIn. Et en fait, il y a Nico, le CEO de Shine, qui avait vu ce post, ce commentaire qui était devenu ouf et qui avait répondu au gars. Enfin, je parle de Nico pour dire que je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça va mieux, quoi. Il y a de l'espoir. Déjà, il y a des hommes alliés profondément. D'autre part, il y a de plus en plus de nanas qui prennent la parole publiquement. Donc, bon, moi, j'ai deux questions. Déjà, comment est-ce que tu prends peut-être le fait qu'une personne puisse te dire ça, parce que c'est irrespectueux, parce que déjà, il n'y a pas d'échappatoire dans son exemple, parce qu'elle te juge que tu es des enfants ou pas des enfants. Ouais. Dans tous les cas, il est mieux que toi. Et deux, ton patron, qui est quelqu'un de très bien, qui vienne prendre ta défense. Est-ce que dans l'un ou dans l'autre, il n'y a pas déjà une question de parité, une question de différence, une question de maladroite, je ne dis pas d'une part et de l'autre, maladroite, mais est-ce qu'on peut, t'es pas là pour dire ce qui est bon ou mauvais, mais comment est-ce qu'on peut interpréter ça, en fait? Non, mais je suis d'accord, Mika. Franchement, je me suis posé la même question, pour être honnête. Et je pense pas qu'il ait parlé en tant que com, mais plutôt en tant que CEO de Shine. Parce que le début de sa réponse aux commentaires, c'était je suis fondateur de Shine, je suis d'accord avec Camille sur la prise de référence. Donc, ciao. Et puis, d'autre part, c'est une question hyper personnelle. Donc, il répondait plutôt en tant que CEO. En tant que CEO, d'accord. Ouais, mais c'est vrai que je vois tout à fait ce que tu veux dire, Mika, parce qu'à chaque fois qu'un homme prend ma défense sur un débat, ça me saoule un peu.
Je le fais en tant que je fais l'avocat du diable. Hein. Des fois, j'essaie de pousser le truc pour vraiment comprendre la mécanique et essayer d'avoir les outils. Deux petits commentaires qui sont intéressants. Alors, Ouais. Arides qui dit que la prise de rêve par les hiring managers pour les hiring managers, ça a du bon. Je vais d'ailleurs refermer la parenthèse là-dessus. Je vais en profiter tout de suite. Moi, je trouve que la prise de référence, je ne suis pas un énorme consommateur de prise de référence quand il s'agit de lever nos doutes, s'assurer que la personne, machin, etc. Par contre, je pense que c'est une arme inestimable et qu'on sous-estime beaucoup pour closer toujours les candidats et avoir accès à une troisième personne auquel on n'aurait jamais accès. C'est-à-dire qu'on aurait a priori jamais accès à l'ex-boss de quelqu'un qui a priori avait un rapport d'autorité ou d'influence ou même qui sont encore potes. Et il y aura toujours cette conversation entre les deux personnes. Ah, la personne t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a demandé, qu'est-ce que tu lui as dit, parce qu'il a besoin d'être flatté ou elle a besoin d'être flattée à ce moment-là. Et si on fait une énorme prise de ref super positive, super forte, super carrée, on est en train de continuer à closer le candidat. Mais bon, c'est le sujet d'un autre débat. C'est un gros débat, Rassam. Ça me titille, j'ai envie de te répondre. Mais bon, on n'a plus que 10 minutes. Mais la question de Sarah, qui était, enfin, c'est pas une question, c'était juste une remarque. Elle disait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Camille. Par contre, moi, j'ai jamais eu à ce jour l'impression que c'était dû au fait que je suis une femme, que je n'avais pas la légitimité tech, mais vraiment au statut de recruteur. Et c'est vrai que ça renvoie au fait qu'en tant que recruteur, on peut, je pense, tous se sentir concernés là-dessus. Après, voilà, toi, Camille, tu dis que tu as senti quand même qu'il y avait un peu le double effet qui se coule, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec Sarah dans les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, donc pardon si je réagis pas à tout. Mais c'est vrai que c'est un truc dont je parle beaucoup à mon équipe. Cette histoire, moi j'appelle ça le complexe du recruteur. En fait, comme on n'a pas un savoir-faire technique, on n'est pas dev, on n'est pas marketeur, c'est vrai que c'est hyper facile d'être très complexé et de se demander où est son impact business, quoi. Donc je reconnais ce truc. Et d'ailleurs, en interne, moi non plus, je reconnais, enfin, je n'ai pas forcément ce trouble sur le fait d'être une femme, mais quand tu bosses en cab, enfin, je sais pas où tu bosses, Sarah, mais c'est vrai qu'en cab, il y a une bro-culture quand même bon, voilà, qui peut te rendre le truc difficile. Enfin, pour moi, hein, ça a été ça. Ouais. Après, je pense que c'est aussi que historiquement, même si le recrutement n'est pas RH, en interne, les grands opérationnels techniques, on va dire les DSI, les OP, faisaient au niveau RH, il y avait beaucoup de femmes. Du coup, il n'y avait pas vraiment de recrutement. Je pense que il y avait encore plus un fossé entre le monde technique et le monde entre guillemets RH qui devait genre faire des entretiens et comprendre. Et petit à petit, dans les cabinets, il y avait, je pense, beaucoup ça aussi. On retrouvait plus de mecs, je pense, dans les divisions IT, digital, et plus de femmes, par exemple, marketing, sales, finance. Et petit à petit, quand il y a eu plus de femmes qui arrivaient en tech, forcément, il y a eu sûrement ce parti pris de dire, bon, ça va être compliqué pour une fille ou une femme de comprendre les enjeux, l'infra, le truc, où on allait les mettre. Et je me souviens très bien de plus de débats et dans les cabinets. Et moi-même, j'ai dû sûrement réfléchir comme ça quand je construisais mes équipes en cabinet, de dire, bon, bah là, sur le digital ou sur un enjeu web marketing ou product, ça n'existait pas comme terme comme ça, mais genre, on va mettre peut-être un profil plus féminin sur ces profils-là, là où en infra, la prod et tout, on va mettre des gars, quoi. Mais c'est très intéressant, je trouve, la réflexion de Sarah, parce que ça montre à quel point c'est le flou. Tu vois, en fait, on ne sait pas si être femme ou non, ça t'aide ou pas, mais en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te poses la question en tant que femme. Enfin, moi, je me la suis posée pendant 5 ans. Voilà. C'est faux. C'est une super remarque. Avec quels outils tu te dis qu'un mauvais traitement ou une mauvaise réflexion, c'est dû à ton rôle de recruteur, c'est dû au fait que tu sois une femme, c'est dû au fait peut-être à ton expérience. Comment est-ce que tu tries que, ah bah ça, c'est parce que je suis une femme, et ça, c'est parce que je suis recruteur J'en à l'intuition, ce que... Ouais, non, c'est sûr que je vais pas te sortir des analytics là-dessus, mais c'est le fait, c'est des petits regards sceptiques. On va pas passer tout le live là-dessus, mais c'est encore une fois quand j'ouvrais des comptes à chaque fois qu'un mec avait déjà essayé de l'ouvrir dans le cab et que j'y arrive. Tu vois, il y a bon, et puis même on me l'a dit plusieurs fois, ce truc de vas-y, t'es une femme, teste lui, quoi. Donc c'est l'autre qui va te dire ça, ce traitement-là, c'est peut-être pas forcément toi, mais c'est l'autre qui va te ramener à ta condition en disant ça, c'est parce que tu es une femme, ça, c'est parce que tu es une femme. Je pense que
que ce soit sur les discriminations liées au sexe, à pas mal d'autres éléments. Minorité. Quand tu le vis, on a tous vécu des situations de discrimination. Quand tu le vis, il y a effectivement un espèce de sixième sens où tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas totalement normal. Après, évidemment, il ne faut pas rentrer dans la parano, machin, etc. Ouais. Mais souvent, tu le sens. Ouais, c'est vrai que tu le sens. Moi, je regardais un petit peu l'heure, donc je sais pas. On est encore 35 connectés, donc je pense que les gens sont pas à 5 minutes. On était un peu en retard, mais il y avait quand même les actions que vous avez commencé à faire, toi, à ton niveau chez Shine. Peut-être qu'on pourra en parler un petit peu là maintenant, comme ça, on tacle un petit peu ces sujets-là avec des exemples, peut-être que tu as essayé, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et puis, si vous, dans le chat, vous tentez des trucs aussi, n'hésitez pas à les partager avec nous ou poser des questions. Chez Shine, ils m'ont pas attendu. J'ai parlé d'un côté de Raph, de l'autre de Nico. Shine a la chance d'avoir 2 fondateurs hyper impliqués sur ces sujets depuis le début. En plus, ils ont recruté Mathilde après, notre DRH, qui porte beaucoup ce combat. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est un index tous les ans. En gros, ce qu'on calcule, c'est la part d'hommes et de femmes qu'on a chez Shine. Ça facile, 50-50. Après, dans les 10 plus hauts salaires, c'est quoi la part de femmes? Et dans les gens managers, sur des rôles de management, quelle part d'hommes et de femmes? Donc, je pense que déjà mesurer, c'est la base, quoi, parce que tout ce que tu mesures peut être réglé. Après ça, on a formé tout le monde au biais et à l'inclusivité. Parce que il suffit pas de recruter des femmes. Après, il faut que les femmes restent, donc qu'elles se sentent bien. Du coup, c'est Gloria, l'organisme de formation qui nous accompagne là-dessus, qui forme toute l'équipe. On a lancé la politique second parent et pas papa. C'est assez important pour nous. En gros, ce qu'on pense, c'est que à la naissance d'un enfant, il y a tout un enjeu de égalité dans les tâches ménagères, dans l'implication de l'éducation de l'enfant. Et du coup, cool que le second parent puisse bénéficier d'un congé second parent. Pareil pour la politique de retour à l'emploi, on a un truc un peu spécifique. On a mis en place la transparence des salaires aussi, qui fait couler de l'encre ce sujet. Moi, ce que j'ai remarqué, encore une fois, j'ai pas de stats, c'est que les femmes sont moins à l'aise pour négocier leur salaire que les hommes. C'est presque systématique quand une femme me dit un chiffre de prétention salariale, elle va rajouter mais c'est négociable, je veux surtout trouver un truc qui me plaît. Les femmes s'inhibent. Donc nous, on a une grille de salaire. La négociation, ça n'existe pas. Sur ce point-là, sur le salaire, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites. Je sais qu'il y a une étude qui récemment et qui ressort souvent récemment que 60% des femmes postulent seulement si elles ont pas exactement versus 80 ou 90%. Ouais. Sur ces points-là, je ne sais pas s'il y a des études. Toi, tu penses que c'est lié à quoi? Là, comme ça, instinctivement, j'étais en train de réfléchir, par exemple, de me dire, est-ce que c'est parce que dans le foyer, le gros salaire, c'est par exemple le mari, et du coup, forcément, vu que le second salaire est moins stratégique, entre guillemets, dans le couple, statistiquement, c'est pour ça que les femmes sont plus dans une situation de vouloir négocier. Est-ce que toi, tu as déjà essayé de gratter un peu plus pour savoir pourquoi elles négocient moins bien? Alors, j'en sais rien. Ce que je suppose, en tout cas, c'est que toute femme, moi, par exemple, j'ai subi des trucs trash dans des boîtes en termes de traitement, de sexisme, et que du coup, ce qui va être très important pour moi, c'est de me sentir bien dans la boîte, que la boîte fasse les choses correctement sur la politique RH. Donc, c'est vrai que le salaire, c'est pas que c'est pas mon sujet numéro 1, mais un peu quand même, quoi. Je vise une culture, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu dans le même cas. En start-up, on recrute des nanas qui ont entre 20 et 40 ans, le plus souvent. Et donc, il y a la question des enfants aussi. T'as pas envie d'une boîte qui te foute la pression ou t'as peur de tomber enceinte. Tous ces enjeux-là, on les a en tête quand on postule. Et donc, je pense que le salaire, c'est autre chose. Il y a le complexe de l'imposteur aussi qui touche beaucoup les femmes. Mais c'est un truc, c'est 100% des cas, quoi. Un homme va te dire un truc plus 20% de son salaire actuel sur ses attentes. Une femme va te dire, aujourd'hui j'ai ça, je sais pas. Ça serait intéressant d'en faire une étude, en tout cas. Franchement, je vais m'y pencher. Ouais. Et tu as des axes, t'as des intuitions un petit peu sur cette différence de perception? Tu as réfléchi? Est-ce que... Non, je vous les ai donné un peu mes intuitions. Je pense qu'en vrai, la grille, c'est ce qui répond le plus au problème parce que moi, j'ai aucune marge de négociation, quoi. Je fais le calcul. Ça veut dire que demain, moi, j'ai une offre de chez Shine
Ouais. Voilà, je suis pas satisfait, c'est impossible, ça n'arrive jamais que vous fassiez une contre-offre ou qu'on Non. augmente, qu'on baisse? Même pas pour un C-level. On nous pose toujours la question de: «Eh, allez, avouez, parfois avou» ben non, franchement, c'est vrai ce truc. En fait, ça dépend vachement de toi aussi. On va prendre en compte tes années d'expérience, ton lieu de vie, tes personnes à charge, donc parents ou enfants. Donc c'est assez, Ok, ça c'est s'est assez, poussé. ouais, ouais, c'est assez poussé, mais n'empêche que, moi, par exemple, dans mon équipe, là, récemment, je cherchais un recruteur niveau B. Donc en fait, tu fais le calcul, ça donne un chiffre, c'est pas négociable et ça nous arrive de passer à côté de dev stars pour des histoires de 5K. C'est le pire et le meilleur de la grille, mais en tout cas, on est sûr que les hommes et les femmes ont la même chose, quoi. Ok, d'accord. Mmh. Très clair. Et sur le sourcing, il y a des choses que vous avez commencé à faire sur le nombre de personnes contactées, mis en process ou d'autres métriques comme Mmh, ça? mmh. Ben, de toute façon, là, je vous ai parlé de plein de trucs qu'on essaye de faire. On va lancer une politique de cooptation vraiment centrée, diversité. On essaye de chasser des femmes, évidemment, sur les postes pénuriques, mais on n'a pas du tout hacké, le game. En fait, nos chiffres, bon, ils sont publics, donc je me permets de communiquer dessus. Certes, on a 50 de femmes, 50 d'hommes, ça, c'est un peu la vanity métrique, mais d'un autre côté, on a 35 de femmes managers seulement. Parmi les 10 salaires les plus hauts de Shine, on n'a que 2 femmes, peut-être 3 maintenant, mais à ma connaissance 2. Donc on n'est pas du tout au bout du truc. Et en fait, je pense que là où on foire, c'est que on n'a pas réussi à inciter suffisamment les femmes à postuler. Sourcer des femmes, enfin viser les femmes, on sait que c'est très difficile. Ce truc-là. En plus, j'ai un peu l'intuition que les femmes sont plus frileuses à bouger que les hommes. Bon, c'est moins un drive de salaire, d'impact. Bon, c'est beaucoup plus global. Et du coup, on n'est pas au bout du chemin. Et je pense qu'il y a plein de partenariats à nouer avec des assos. Je pense qu'il y a un gros taf aussi sur le mentorat, de donner de la représentation aux gens qui sont encore étudiants. Parce que on peut recruter plus de femmes, mais ça ne change pas l'état du marché. En fait, il y a peu de femmes sur certains métiers. Il y a des métiers très masculins de growth hacker, de dev, enfin bon, on sait, même de CEO d'ailleurs. Donc, bon, je pense qu'il y a plein de partenariats à faire avec des assos qui s'attaquent directement au problème. 15 Tech, Ada Tech School. Voilà, il faut qu'on aille là-dedans plus. Voilà. Et c'est... Ouais, pardon, vas-y, Mickaël. Il y a une Je question regarde. de Ouais, vas-y. Céline qui a dit, étant donné que Shine est hyper transparent sur sa grille salariale, peux-tu nous donner une idée des salaires de talent acquisition dans ton équipe, Camille? Ouais, bien sûr. Alors, le salaire A, donc premier niveau, c'est post-diplôme, il est à 38K. Donc, plus ton seniority bonus, par exemple, tu as 8 ans d'ancienneté, tu as 10%. Tu habites à Paris, tu as 3 500 € en plus. Enfin, j'invite tout le monde à taper salaire Shine si ça vous intéresse, parce que Ok. notre grille est complètement publique. Voilà. Et moi, à titre personnel, je suis rentrée sur le niveau C. Maintenant, je suis sur le niveau D. Enfin, bon, tout ça est très transparent, mais dans toutes nos offres, il y a le salaire, dans toutes. Donc, les gens peuvent se situer. Ok, très clair. Et Très clair. la pondération de la seniorité, c'est super intéressant. J'étais sur une discussion récemment sur les reconversions dans la tech. On parlait de ça et quelqu'un a posé la question dedans, donc je te la pose. Est-ce que quelqu'un qui s'est reconverti dans la tech et qui a du coup un background d'ancienneté, mais sur un autre métier, vous prenez en compte dans la pondération de seniorité? Franchement, c'est une question qu'on s'est posée. Même chose avec l'alternance, est-ce qu'on compte ou pas? Pour finir, on a pris en compte les reconversions en se disant que franchement, ça a amené de l'eau au moulin. Typiquement, il n'y a pas longtemps, on a recruté une développeuse qui s'est reconvertie, qui avait un poste data chez Facebook avant, data analyst, et on a pris en compte toute sa seniorité pro globale. De toute façon, les gens se reconvertissent tous les 4 ans. Maintenant, j'ai l'impression que tu Mais ça, changes c'est vachement de hyper, métier. j'ai l'impression que c'est hyper novateur, cette grille et cette manière de Mm. réfléchir, en fait. Et ben, Au-delà de la diversité, en je fait. dirais à Mathilde, c'est son Ok, œuvre. ok, ok, ok. C'est vrai que c'est un grand débat, on pourra en reparler. Il y a pas mal de boîtes comme Alan aussi qui font des grilles ouvertes comme ça, d'autres qui sont complètement contre. Je pense je sais pas quelles sont les boîtes.
d'une certaine taille qui ont réussi à maintenir ça. Faudrait regarder les exemples. Je pense que de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est toujours une question à un moment donné de taille qui fait que c'est difficile de maintenir cette transparence. Ouais. Mais oui, sur papier, franchement, ça fait kiffer. Et on aimerait tous pouvoir dire à nos candidats, voilà, c'est ça exactement le salaire, ou le mettre sur les job desks ou les annonces. Même si moi, j'adore la négociation quand même. Donc, je comprends, Sam, ça me manque. Oui, c'est dommage de ne plus pouvoir négocier. Et surtout, je déteste, moi, rater un recrutement pour 3 ou 5 cas. Je ne dors pas. Je passe la nuit à me gratter les veines. Ouais, moi Open aussi, Classroom, bien sûr. oui. Open Classroom, effectivement, aussi, sont très ouverts, effectivement, sur leur grille de salaire. Buffer aussi, ils sont dans le turfu, ils ont carrément une calculette des salaires. Le truc est vraiment next level, quoi. Mais ça pose d'autres questions, la grille de salaire. Hein. Enfin, typiquement, moi, je me pose souvent la question des seniors. Typiquement, en service client, on cherche quelqu'un. Bon, alors en service client, c'est un budget entre 30 et 35K chez Shine, qui est budgété à la finance. Mais qu'est-ce qui se passe si tu tombes sur quelqu'un de 60 ans? Et avec son seniority bonus, ça va faire un package énorme. Tu vois, ouais. Donc, en fait, on se demande un peu, la question ne se pose pas trop en start-up parce que, il y a moins de seniors. Il y a moins de seniors, mais Judith, c'est celle qui a fait le Slack First Talent, que j'aime beaucoup, pose vachement le débat de cette question des seniors et je pense que ça va demander une adaptation de notre grille, quoi. Ouais. Il y a une question d'Ariles qui est très intéressante, qui ouvre le débat, je pense, à la discrimination positive de manière générale et dit, au vu de la communication transparente de Shine au sujet de la diversité, est-ce que les femmes que vous recrutez ne se disent pas qu'on m'a recruté juste parce que je suis une femme? Est-ce que ça ne dessert pas non plus la cause? Il dit. Ouais, exactement, ça c'est la limite à ce que tu nous as apporté tout à l'heure sur tous les efforts de diversité et par rapport aux référents et au recrutement. Et, fondamentalement, comment est-ce que tu arrives à éviter ou minimiser une discrimination positive? Non, mais trop intéressant cette question. C'est vrai que, en toute honnêteté, ça m'arrive de plus en plus souvent d'avoir des développeuses plutôt en reconversion au téléphone et qui me disent en rigolant, bon, je sais que je suis le quota, quoi. Parce que aujourd'hui, t'es une femme, t'es dev, mais t'es harcelée de chasseurs. Et d'ailleurs, on le voit, les plus belles scale-up prennent des nanas tout juste reconverties. Bon, on sent qu'il y a ce truc. Et je pense que c'est un problème un peu du passé, là, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de marché. Il n'y a pas assez de femmes, donc on puise dans un vivier. Mais à force d'avoir de la représentativité, je pense qu'on va avoir plus de femmes qui se forment, par exemple au dev, et qu'après, on n'aura plus à faire ça, mais que les femmes appellent les femmes un peu. Mais la question est hyper intéressante. C'est une étape obligatoire, quoi. C'est une étape obligatoire qui a des défauts, mais qui va permettre d'atteindre un autre palier. Et malheureusement, on est obligé de passer par là. Il y a même des plateformes. Excuse-moi. Non, des plateformes. Spécialisées, des plateformes de recrutement spécialisées pour femmes, pour un petit peu permettre aujourd'hui aux entreprises de. C'est peut-être comme ça que vont se renouveler les cabinets. Au final, comme la fonction RH a été internalisée, peut-être que les cabinets vont se spécialiser dans certains types de populations et de minorités pour pouvoir apporter ce petit plus que n'ont pas le temps ou que n'ont pas les moyens de faire les recruteurs en interne. C'est une très bonne question, en tout cas, pour revenir sur la discrimination positive. Et en fait, oui, c'est de toute façon, là, sur les sujets, par exemple, de leadership, quand on a, par exemple, on se dit, voilà, au COMEX, le prochain recrutement COMEX, on sait, ça va être une femme. Et donc là, parfois, même la direction va pouvoir communiquer en interne, ce qui a été le cas chez nous, par exemple, sur un sujet. Et voilà, il y a des débats en interne. Et le premier, c'est celui-là. Genre, maintenant on devient comme ça, machin. Et puis il y a les exemples des États-Unis qui revient toujours. Je ne sais pas à quel point. Moi, j'ai jamais rencontré personnellement une femme développeuse que j'ai eue au téléphone en screen. Alors, j'en ai plus beaucoup, ok. J'entends déjà l'équipe qui dit ah oui, ok, Rassam, tu fais des ok, j'en fais plus trop. Mais admettons, non, mais même à l'époque où j'en faisais quand même beaucoup, j'ai jamais eu directement une femme qui m'a dit ouais, mais là, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression que c'est parce que je suis une femme que machin. Ça a toujours été un argument que j'ai entendu dans la bouche, entre guillemets, pas de l'ennemi, je ne dirais pas l'ennemi, mais en tout cas, je vais faire un parallèle. Tous ceux qui m'ont toujours dit ah ouais, mais moi je vois pas les couleurs, je vais pas recruter quelqu'un parce qu'il est noir ou parce qu'il est ci ou parce qu'il est ça.
moi, c'est la compétence, machin, etc. J'ai toujours l'impression que c'est ce fameux débat où, en fait, à partir du moment où tu dis ça, toi, tu es dans une espèce de zone où tu vois même pas le problème, entre guillemets, parce que tu as ce privilège de pouvoir ne pas voir les couleurs. Et je trouve que le parallèle sur le débat de est-ce que c'est parce que je suis une femme, etc., comme tu as très bien dit, Camille, là, aujourd'hui, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que de toute façon, si il n'y a pas une action délibérée qui est amenée, il n'y a rien qui va s'arranger, ça va continuer à être de pire en pire. Donc, le jour où on arrivera peut-être effectivement à une situation qui est un peu plus positive en termes de représentativité et de la diversité, c'est vrai que là, on pourra se reposer cette question. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu en screen une femme qui a vraiment eu cet argument versus juste quelqu'un qui l'a sorti parce qu'il n'aimait pas En fait, moi, en vrai de vrai, c'est même moi, en fait, quand j'ai une femme au téléphone, avant que même elle sache qu'elle est une femme et qu'elle va être une minorité, moi, je sais, je dis à mes sourceurs, ça va rentrer, c'est une femme, tente, ça va passer. Ce qui n'est pas une bonne mentalité, ce qui n'est pas une bonne parole, mais je sais que cette recherche de diversité dans toute la chaîne de managers qui va rencontrer le candidat ou la candidate, ils vont se dire, ah bah tiens, c'est une femme, même si elle n'atteint pas certains critères ou même si on va la prendre pour la diversité. Moi, je trouve que le problème serait plus si ce que tu dis est vrai à l'échelle. C'est-à-dire que si effectivement on adapte, on baisse la barre, on machin, etc., là, je trouve qu'il y a un vrai problème. Alors oui, en pondération, moi aussi, je peux imaginer de dire écoute, voilà, le petit bonus, tout le monde l'aura et chacun petite poussière par-ci par-ça. À la fin, c'est le petit coup de pouce qu'on aura de plus pour faire l'offre. Mais si c'est quelque chose, entre guillemets, d'institutionnalisé, là, il y a un vrai sujet. Moi, par exemple, j'ai vraiment l'impression que, enfin, c'est même pas vraiment, tout le monde passe les mêmes entretiens, les mêmes. Alors, en débrief, effectivement, il peut y avoir peut-être un petit peu plus de relativisme sur certains trucs, etc. Mais le process à 90%, il est quand même très, très similaire. Et on dit non, malheureusement, plus souvent qu'on dit oui aussi, que ce soit à des hommes ou des femmes dans notre process, parce qu'il est compliqué. Lisa confirme, ouais. Mais tu as un cadre légal à tout ça. Hein. Enfin, en fait, on n'a pas le droit de favoriser quelqu'un pour son genre. Et heureusement, tout ce qu'on a le droit de faire, c'est ACV égal. Si tu as fait un plan de la diversité que tu dois déposer à la directe et tout, bon, c'est un process, ce truc. Tu peux privilégier la femme. Il faut justifier que ton équipe est pas à parité du tout. Donc, tout ce qu'on peut faire en tant que recruteur, c'est se donner la chance, quoi, d'avoir une femme qui va au bout du process. Donc, ça veut dire d'en mettre dans le pipe aussi au début. Mais bon, en tout cas, chez Shine, tout le monde passe les mêmes entretiens. Et franchement, je peux vous en parler parce que ce temps-ci, on avait réussi à chasser plusieurs développeuses. Et malheureusement, il y a 2 sur 3 qui sont tombées au combat pendant les tests techniques. Et voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme je pense que c'est un peu comme les débats des bootcamps. On aimerait souvent donner la chance plus souvent à des profils qui viennent de sortir de bootcamp. Malheureusement, il y en a beaucoup qui réussissent pas. Et juste, c'est Philippe qui nous a envoyé en lien dans le chat l'étude de Harvard Business Review, Why Women Don't Negotiate Their Job Offers. Donc, c'est l'étude dont on voulait voir. Donc, voilà, on pourra... Et moi, j'avais aussi une fois en discutant par rapport à ce live où on m'a remonté l'information que peut-être que même, et ça, faut prendre un peu de hauteur, peut-être que même le processus de recrutement tel qu'on le connaît nous, avec des tests techniques, avec une autorité, et ben, ça conviendrait peut-être, ça privilégierait les hommes qui ont une faculté à se mettre en avant, à ne pas hésiter à dire de bêtises et à peut-être être observé par rapport à des femmes qui, peut-être ce test technique-là, si tu ne l'aurais pas observé, si tu l'aurais mis dans un autre contexte, elle aurait mieux réussi à apporter des réponses. Il faut peut-être aussi redesigner le process de recrutement pour qu'il soit équitable. Et c'est peut-être même le process en lui-même qui favorise, sans qu'on le sache, plus les hommes que les femmes. En fait. Ouais, trop d'accord. C'est une question qu'on se pose chez Shine, franchement, parce qu'on a dans notre process tech un test en peer programming. Donc, le peer programming, c'est-à-dire que tu codes en direct, en partage d'écran. Bon, il y a un truc hyper pressurisant. Et en fait, on s'est demandé, quoi, parce qu'effectivement, statistiquement, les femmes y arrivent moins bien. C'est difficile de dire à niveau égal. Donc, on s'est posé cette question-là. On a rajouté une phrase dans nos offres maintenant qui dit bon, on est tous différents. Si tu as besoin d'adaptation sur le process de recrutement, n'hésite pas à en parler au talent acquisition qui t'accompagne.
Mais je pense que c'est un truc, il faut se faire aider. Enfin, il faut prendre une asso ou des professionnels de la question qui viennent t'éclairer avec de la data, parce que c'est hyper difficile de prendre du recul sur ton process de recrutement, quoi, en interne. C'est une un très gros bonne sujet. question. Ouais, je C'est un pense gros que sujet. il y a pas mal, il y a sûrement des équipes qui l'ont déjà taclé de Nous, toute façon. Et ouais, même au-delà du rapport homme-femme, on a le rapport aussi extraverti-introverti. Et c'est vrai qu'on pose Ouais. la question au candidat à certaines étapes. Tu préfères être face à un tableau blanc et nous dire un petit peu, répondre aux questions algo, ou est-ce que tu préfères faire un test chez toi, tout seul, prendre le temps que tu veux, pour un petit peu redesigner et nous dire comment tu veux nous rendre en fait cette épreuve technique. Et déjà, on se la pose par rapport au type de personnalité. Et effectivement, tu as aussi ce rapport homme-femme qui peut être différent. Tu fais ça, Mika? Ouais, on en est là. Ah, Ouais. mais c'est super! Ouais, on Ok. pose la question. Et en fait, j'ai un taux de retour des tests techniques qui est beaucoup plus positif depuis que je pose la question. Est-ce que tu es plus à l'aise à faire le test chez toi ou à le faire directement avec un dev? Il y en a qui n'ont pas le temps, qui préfèrent le faire directement avec un dev, parce qu'un Ouais. test technique à la maison, ils ont des enfants, ils n'ont pas le temps. Et il y en a même, ils ne réussissent pas le test technique, mais on dit, bah voilà, c'était peut-être compliqué comme ça de le faire devant nous. On te donne un autre test, prends le temps chez toi et on compare un peu les deux résultats, on essaie d'adapter notre process. Pas de toute mal. façon, je trouve que toutes les réflexions qu'on amène au niveau du sujet de l'expérience candidat serviront un jour ou l'autre les efforts de diversité, d'inclusion, parce que ce soit le genre, le background social, les études, l'âge, etc. Si tu es sûr, je veux me mettre sur un process supportive versus demanding à mon Ouais. candidat, je veux qu'il ait le wow effect, je veux comprendre à chaque étape qu'est-ce qu'il est en train de ressentir, de quoi il a besoin, etc. De toute façon, on est en train de se poser, et puis on l'a très bien vu sur l'exemple du cabinet, on peut être femme en cabinet et être plutôt extraverti et être OK de jouer avec le système, entre guillemets, pour atteindre nos objectifs, versus introverti. Et en fait, c'est l'enfer nuit et jour, et la double peine. Et donc, évidemment qu'il y a des hommes qui vont aussi être moins à l'aise en peer programming versus des femmes qui vont être plus à l'aise que ces hommes. Donc voilà, c'est incroyable, hein, tout ça. Voilà, je pense que je lis en parallèle des petites Anne-Lucie donc, qui dit que la question du cas pratique est probablement très différente lorsque celui-ci est fait en amont chez soi comparé à l'immersion, effectivement, en termes de pression que les femmes ont rapport aux hommes. Et donc, C'est ça. Michael, ce que tu disais, c'est génial, Michael. Sarah te remercie de cette voilà, te félicite, pardon. Et il te demande, Mika, Théo te demande s'ils ont le choix entre les deux sur tous les postes ou seulement côté tech, et j'allais dire seulement sur la première étape du test technique peut-être. On l'a fait côté tech et on l'a fait pour mon équipe Android. On a essayé plusieurs formules. On a essayé d'abord un entretien RH, puis manager, puis un test. Un entretien RH, puis un test. Et ensuite, on a fait entretien RH, entretien manager pour vraiment créer un commitment, parce que des fois, moi, je peux avoir des limites au niveau technique. Et à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de taux de réponse sur notre test technique. Et en ce moment-là, on a commencé à poser la question. Et on a vu que le taux de retour était beaucoup plus intéressant. Et moi, je fais un feedback après chez nous, le talent acquisition, je fais un feedback après chaque épreuve où je passe 10 minutes avec le candidat. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Pourquoi? Est-ce que tu comprends notre réponse? Est-ce qu'à chaque fois, je prends 10-20 minutes à chaque fois pour prendre les feedbacks et donc, du coup, on essaye un peu de les prendre en compte dans tout le process. Il y a Céline Sixloons qui demande, c'est une réflexion là-dessus. Ouais. On entre dans l'hyper-personnalisation. Peut-être qu'elle faisait référence à ce que je disais sur l'expérience candidat, je ne sais pas. Ouais. Et à côté de ça, on donne des targets de dingue aux recruteurs agressifs. Ouais. C'est un peu ambitieux de tout gérer. Évidemment, ça dépend du contexte. Ça dépend de ton organisation, combien vous êtes aujourd'hui dans l'organisation chez Doctolib et aussi chez CodeSensor, je crois. Il y a des sourceurs, il y a des recruteurs, il y a des coordinateurs et il y a des programmes managers. Donc, évidemment, je parle avec le privilège d'avoir pas mal de ressources pour pouvoir avoir cette ambition-là. Quand on est 360 et on doit gérer 40 postes, on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut, ouais. C'est vrai que nous, on est aussi sur... Non, vas-y. Pardon. Non, vas-y, non, mais j'allais rebondir sur ce que Rassam disait tout à l'heure.
c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve à porter un peu l'étendard de homme-femme. C'est un débat qui m'intéresse beaucoup. Mais l'inclusion et la parité, je trouve que c'est pas que ça. Il y a des questions de handicap, d'origine ethnique, de background éducation aussi. Il y a même le débat des personnes transgenres ou non-binaires aujourd'hui, quoi, qui interpelle un peu ces quotas qu'on est en train de faire. Je pense qu'on est quelque part déjà des boomers avec notre truc de parité homme-femme. C'est ça. C'est ce que j'ai ressenti complètement. Ouais, moi je suis quand j'ai sorti ma vidéo d'après aussi. Quand j'ai sorti ma vidéo parité, j'ai dit égalité homme-femme, et même dans mes commentaires, en fait, on n'en est plus là, en fait. On est sur une parité qui est beaucoup plus, qui écarte même le genre, et qui prend aujourd'hui une multitude de genres qui peut être différent selon les ressentis des uns des autres. Je regarde un petit peu l'heure et je vois qu'il est 19h50, même s'il y a encore 33 personnes qui nous écoutent. Donc voilà, on est chacun pourra regarder. Mais on peut petit à petit peut-être, on peut arriver vers un petit peu peut-être une conclusion de l'émission, demander peut-être à ouvrir le débat de manière générale, ou même peut-être Camille, si tu veux. Toi, donner un petit feedback de comment, entre ce que tu pensais que ça allait être, comment ça s'est passé, et puis de manière générale, si tu voulais ouvrir le débat vers autre chose, parler des actualités de Shine à venir, ou toi, ta tournée, tes prochains concerts. Camille Goni. Camille Goni. Camille Goni. Il y a une private joke qu'il faut que j'explique. Rassam et Mika n'arrivent pas à m'appeler autrement que Camille Goni, comme si c'était un package, quoi. C'est un peu l'enfer. Personal branding of Camille Goni. Il faudrait peut-être que tu nous donnes Enfin, tes potes, ils t'appellent comment? C'est quoi ton surnom? Ça serait peut-être plus ça, parce que moi, dès que je dis Camille, c'est vrai que Goni arrive très vite, quoi. Ouais, mais tout le monde appelle Camille Goni ou Méduse, il y a eu aussi un moment, mais je pense que vous n'y arriverez pas, vous êtes trop bloqué sur Camille Goni. Ça claque en même temps, elle dit Sixland et ça claque en même temps. C'est vrai que Camille Goni, Camille Goni, plus international en fait. You coming, Goni? You coming, Goni? L'enfer. J'aimerais bien faire des blagues en anglais comme vous. Oui, et tu sais que beaucoup dans le chat demandent à ce que Michael relise le nom de l'article en français, en anglais. Ils veulent entendre ton accent. http://hb.org 2014 Why women don't negotiate that job offer. Il a un accent texan, qui pense quoi? Comment ça se fait? Salut Dajnej 1910. Et Mouch 11 qui arrive en retard. Mouch 11, effectivement, tu arrives un peu en retard, mais il y a le replay, et puis on n'a pas fini. On va recommencer, quelques minutes. On redémarre tout. On recommence pour toi, frérot. Non, on a presque fini parce que moi, j'ai la vraie Saint-Valentin après. Ouais, c'est bien. Qui fait quelque chose? On peut en parler. Qui a des bails de Saint-Valentin ce soir, du coup? Toi, tu as eu un petit dîner, Camille, derrière? Ouais, moi, j'ai un petit dîner avec mon mec féministe qui fait à manger. C'est pratique. Il cuisine très bien. Un gros bonjour à ton mec, Camille. Ouais, il doit être en train de nous écouter dans les 33, donc coucou Thibaut. Et je vais vous abandonner à un moment, mais en tout cas, c'était beaucoup de pression, ce live pour moi. Ce qui est très difficile, c'est que Rassam et Mika lancent leur chaîne YouTube. Donc, en fait, moi, j'ai peur que quand on tape Camille Goni, ce live soit scotché à mon nom pour les 15 prochaines années. Donc, c'était le direct est compliqué. Puis, vous en avez fait 4, donc pour vous, c'est normal tout ça maintenant. C'est tellement naturel chez moi. Lui, il fait des lives le petit-déj sur les mangas, l'après-midi sur J'ai eu un live dimanche. C'est vrai ou pas? Ouais, non, c'est vrai. J'ai eu un live dimanche sur One Piece. J'ai eu un live jeudi avec un youtubeur de 50... Parce que je suis youtubeur, j'ai 20 000 abonnés sur une chaîne manga. J'ai fait un live avec un youtubeur à 50 000. Et j'ai fait... Non, c'est vrai. Et j'ai fait 3 vidéos et j'ai fait 3 vidéos à 20 000. Dont une, je danse la tectonique. La semaine dernière. Donc, je suis recrutement qui aime le rap et le manga. Mouch 11 dit le rap et le manga, mais c'est quoi ta chaîne? Oui, effectivement, c'est Henrik21. T'as pas encore fait mais t'as pas besoin de faire de la pub. En vrai, c'est sur ta chaîne manga qu'il faudrait faire de la pub pour nous, parce que c'est sur ma chaîne manga qu'il faudrait faire de la pub pour vous. Effectivement. Mais d'ailleurs, Amine, c'est ton Amine, c'est un mec de chez Henrik21. Il dit Henrik la Star Radio One Piece. Serial Sage, c'est un youtubeur que j'ai fait venir dans un de mes lives
qui est un très gros youtubeur aussi, et avec qui on a Des fait une vidéos vidéo incroyable. incroyables. Stylé. Moi, je comprends pas du tout ce monde, mais voilà, grosse Ah, support. c'est un délire, si t'es pas dans le truc, c'est un délire. Non, mais depuis que je fais des vidéos avec toi, je sens que j'ai une petite street cred sur ce monde-là. Tu sais, des fois, on me fait des petites références. Je fais ah ouais, bien sûr. Je comprends. Bon, bah. Non, mais je t'ai vu hyper à l'aise. Mais et vous, les gars, c'est quoi l'avenir de cette chaîne-là? Quand est-ce que vous passez en mode plateau? Bah, très bonne question, merci très bonne question qui ils m'ont pas payé, c'est gratos. Non, bah en fait, on n'avait pas forcément une idée très claire d'où on voulait aller avec la chaîne, mais c'est vrai que Michael, dès le début, tu m'avais dit, moi, le challenge technique m'intéresse de devoir voilà, gérer plusieurs trucs, machin. Bon, on a vu le challenge technique dès le début avec Camille. Là, aujourd'hui, il a été très, très, très bon. Très technique. Mais tu m'as dit, voilà, si on arrive à faire un jour un plateau, d'être sponsorisé par quelqu'un qui nous offre un plateau, ou d'avoir de quoi faire un plateau avec plusieurs caméras, des invités, plusieurs micros, et tous ensemble sur le même plateau. Et donc, là, on commence à travailler. Je ne sais pas, Michael, si on peut être optimiste et penser que dans quelques épisodes, on en aurait un sur un vrai plateau. On travaille pour, en tout cas. On travaille pour, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ont mis en place. J'ai trouvé quelqu'un qui veut me faire la régie. Techniquement, j'ai des réponses aussi. Il y a juste sur le son, où on a encore des essais à faire, mais il y a quelqu'un de très technique chez Cotton Square qui peut m'épauler là-dessus. Il y a Cotton Square qui va me prêter les locaux, c'est validé. Il y a du matos, il y a énormément de choses, et je serais très content de, je pense, fin mars, pouvoir vous proposer une émission régie avec plusieurs caméras. Avec potentiel public, c'est-à-dire que les 35 qui sont encore là à écouter, potentiellement. Avec un potentiel public, mais sur le public, j'ai encore une problématique, c'est est-ce qu'ils vont nous entendre parce qu'on n'aura pas de micro, parce qu'on sera sur nos micros? Ah oui, genre on sera est-ce qu'on va parler fort? Est-ce que ça va pas être embêtant pour eux? C'est ça où il y a des essais qui vont se faire. Je crois que je vais faire venir 4 personnes et voir combien de personnes peuvent entendre ce qu'on dit avant l'utilisation d'un micro. Déjà que j'étais terrifiée format visio, j'imagine même pas sur un plateau. Jamais vous allez réussir à trouver des invités. Que des hommes là. Que des hommes. Que des quinquas. Pas de femmes, que des hommes. Non, mais on se disait d'ailleurs, on fera peut-être un all-star de nos 5 premiers épisodes et nos 5 premiers invités, vu que c'était les 5 premiers, les ramener sur un même plateau. Ça peut un plateau. Aussi. Et il y a aussi le plateau chez Rassam, je pense. Oui, alors moi j'ai toujours ici mon sous-sol qui est prêt à accueillir la garçonnière de Rassam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 fauteuils. Et en vrai, j'ai beaucoup de place là encore là-bas aussi. Hop, là, c'est encore très grand. C'est une mobilette chez lui carrément. Voilà. Dans sa cave, il fait de la mob. C'est mon vélo. C'est sur ça que je me suis cassé le bras. Mais en vrai, petit live. Après, ça part en soirée ici. Voilà. Je pense que ça, faudra le faire aussi dès les beaux jours. Non, beaucoup de choses à faire. Non, il y a de beaux projets. Il y a de beaux projets. Il y a de beaux trucs. Distance Covid, Ariles me connaît très bien, distance Covid, bien sûr. En vrai, je dis ça, c'est en 2027, mais bon. Bah écoutez, on est 20h moins 2. Je pense que tout le monde, tous ceux qui veulent aller faire retrouver leur Valentin, leur Valentine. C'était super cool de t'avoir en tout cas avec nous. Merci de nous avoir fait confiance. Est-ce que c'était mieux, moins bien que ce que tu pensais? Non, c'était plus facile. En vrai, j'ai même pas eu besoin d'un verre de vin. Big up, Benjamin Jean. Je sais que toi, tu en as eu besoin. et il me tarde l'épisode All-Star alors. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. All-Star. Ça y est, je prends le melon. Hein. Vous me faites bosser sur mon complexe de l'imposteur. C'est quoi cette place Demain, un gros match. Ça, c'est pour mes amis marseillais, c'est pour Ariles, c'est pour Jordan, c'est pour Max. On est là. Ok, la broculture, on fait tout un épisode sur la diversité pour qu'il nous sorte sa place du PSG à la fin. Et on va boire des bières. Moi, j'ai des nanas chez Doctolib, et même on joue au foot, il y a une équipe féminine et tout, et il y a des filles qui aiment le foot et PSG. En fait, c'est moi qui suis inclusif quand je dis ça.
Ouais, c'est vrai que c'est très féminin ton histoire de PSG Marseille. Ouais. Bon, Bon, bref, on ne change pas les choses en un jour. Ah non, Rome ne s'est pas fait en un jour. Rome didn't Rome. made itself in one day. Yeah. Est-ce que tu veux de... Et du coup, Snoopy, c'était une blague. Est-ce que Ouais, on n'a pas compris. c'était quoi ton Non, truc, en fait genre, moi j'ai acheté un. En fait, tout part du fait que Rassam, à un moment donné, dans les lives, on est tranquille et lui se pointe avec un super pull Patagonia. Et là, les Ah gens ils ont oui. commencé à me dire Rassam, il a un chez lui, hyper classe, il a des pulls. Et moi, frérot, je me sentais plus à la hauteur. C'est-à-dire, je suis parti à Stadium et j'ai vu le pull le plus flashy. Et j'ai vu un pull Snoopy, ça m'a fait grave. Et aujourd'hui, j'étais à un bureau, tout le monde m'a dit ouais, nickel, ton pull vénère et tout. Et là, je le mets avec vous. Et depuis tout à l'heure, je fais ça. Et vous, vous êtes là, vous racontez la diversité. Moi, je fais ça. Il n'y a pas un, il me dit ah, super ton pull, machin truc. Il n'y a pas un de vous deux, tu vois. Et là, au bout d'un moment, Franchement, il est bien. Il est bien et il est. J'aurais mis un petit compliment, tu vois. Avec les lunettes et tout, un peu teinté et tout, il y a un côté. Ouais, voilà, tu vois. Non, t'es stylé. J'essaye. C'est toi qui Ouais. passes la barre tellement haute. Moi, j'ai mon pull Growth Hacking Recruiter de mon ami Tris, toujours. Il commence à être délavé. Tris Reville. Bon, on va faire du textile bientôt, des t-shirts recruteurs. Oui, on aimerait. Des tasses recruteurs in the house. Ouais, grave. Non, ce serait très cool. Gonfler les pecs pour parler diversité, bien sûr. Bien sûr, toujours. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et les 32 qui sont encore connectés, c'est cool. Je veux un t-shirt recruteur in the house. Ouh là là, on a un premier client, une première cliente, je sais pas. On va faire du merch. On va faire du merch. Moi, je suis très chaud. Ça a bossé encore sur les bannières là. Bien sûr. Bon, ben, en tout cas, merci pour l'invite. Ah oui. Trouvez d'autres femmes pour ce live. Ah, on a une. Je ne sais pas si bien dire. Ouais, je sais. J'ai une petite idée sur la prochaine invitée. On aura peut-être une prochaine invitée. Je sais pas si dans le chat vous avez deviné ou pas. Bon, cherchez, mais ça va être très stylé. Mais si vous avez des idées dans le chat et puis s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent venir aussi, n'hésitez pas. Et ce serait un chat. Et tu sais que alors je nommerai pas parce que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu public, mais quelqu'un qui vient de m'envoyer sur mon WhatsApp perso. Je suis arrivé à la fin du live, mais vous faites plaisir, c'était grave cool. Dommage que tu aies raté le début. Il y a le replay. Le replay. It's the replay. Yeah, I got the replay. Mais bon, apparemment, tu as entendu quand je parlais du fait que je ne faisais pas d'entretien téléphonique parce que quelqu'un m'a dit que tu confirmais cette chose. Voilà. Bon, je m'adresse Rassam, il est plus opérationnel. Rassam, t'es hands-off. Là, il a faim, là. On est tous comme ça, il faut aller manger. Je suis all hands, moi. Moi, j'ai closé aujourd'hui, Rassam. Moi, je sais ce que c'est encore le terrain. Ah là là, bien vu. Qui t'a closé? Comment? Combien? Voilà, combien de salaire? Est-ce qu'il négocie? 2 aujourd'hui, 2. La vérité 2. Je te jure, la vérité. Bravo. Je pensais pas. Je te jure, dernier call comme ça, je lui dis, tu signes ou pas? Là, normalement, fin du mois, je finis mon quarter. En target. Bravo, c'est beau. Frérot, et toi, Rassam, c'est quand ton dernier closing? Vas-y, fais-nous rigoler. Non, 2019. Non, vous seriez étonné puisque j'ai rien dit, me mets pas dans la sauce. Bah si, tu as dit. Non, je fais du closing, mais plus pour recruter les recruteurs. On en fait quand même pas mal. Et non, Rassam, on a dit on parlait vrai sur cette chaîne. Non, j'ai fait des case studies encore cet après-midi avec Christy, elle est témoin. Voilà. Ouais, mais c'est toi qui approches parce que moi, c'est Natacha qui m'avait approché. Toi, tu étais dans le fauteuil en test technique, je me rappelle. je fais aussi les messaging. Et d'ailleurs, il y a un sujet qui m'intéresse très fortement d'ailleurs, et je pourrais vous montrer à quel point je suis encore opérationnel et je vous prends tous. C'est comment envoyer des messages ultra personnalisés mais très rapidement. Et c'est-à-dire, on dit ouais, mais moi j'ai que 2 heures de sourcing, je dois faire 35 reach out. Et ben moi je pense que sur 2 heures de sourcing, 35 reach out, tu peux faire de l'ultra personnalisé. Et j'ai des petites choses. Alors je suis pas dans du pavé, mais je suis pas dans le pavé d'affineur. Et encore que il y a des templates que tu peux utiliser, les hyper personnalisés. Et ça c'est un sujet, je pense, qui peut être cool. Toi, l'automatisation, je sais que ça t'intéresse. Moi, je connais moins et ça m'intéresse moins, mais je pense que les deux sujets entre le monde de l'automatisation et l'hyper-personnalisation. J'ai l'automatisation et il y a est-ce que je vais dire un gosse, je suis désolé, mais il y a un jeune qui est venu, il s'appelle Pierre-Alexis, après notre premier live, il m'a montré un outil, c'est une dinguerie. C'est un outil de personnalisation, mais quand tu lances ta chaîne d'automatisation, mais quand tu lances ta chaîne, tous les messages où ton candidat t'aura parlé, mais tu ne l'as pas vu, ou toi tu leur as envoyé un message, il va les mettre de côté, il va te prévenir.
Ça veut dire qu'en fait, tu as un filtre sans faute qui peut permettre de faire de la masse. Et tous ceux où il y a déjà un message, ou alors toi, tu n'as pas répondu, il va te dire attention, ce candidat t'a répondu, tu vas voir le message du candidat et tu peux personnaliser derrière. Ça arrive très bientôt. Il est très jeune, il a fait ça, c'est un missile. C'est super, je pense qu'il y en a plein. Il y a Phantom Buster qui fait des trucs pas mal, etc. Phantom Buster, moi je suis sur LinkedIn, je suis sur Prospecting. Ils ont sorti Wallaxy. LinkedIn. C'est interdit, ça, Mika. Moi, je suis pas avec vous, par contre, dans cette discussion d'automatisation. C'est pas du tout mon truc. Je peux pas être associée à ça, là. Moi, ça, c'est... Faut qu'on arrête. Non, mais moi, je suis pas trop dans l'automatisation. Par contre, on est en train de mettre en place un CRM sourcing qui s'appelle Gem et ça fait très, très plaisir en termes de data top of funnel et aussi un peu de séquençage automatisé. Mais voilà, pour en revenir sur l'hyper-personnalisation, je pense qu'il y a moyen de... On pourra faire un clash des titans là-dessus. De fou, des deux mondes. De fou. La prise de ref, la personnalisation, on a du lourd. On en parlera en off parce que voilà, moi je suis très chaud pour être... Prise de ref, je suis côté Camille. Prise de ref, c'est quoi? Attends, t'es gonflé, Rassam, parce que t'as pris mes refs, t'as eu quelle info pertinente? Franchement. J'ai fait tes refs. Mais bien sûr, tu m'as demandé 3 refs et vous avez appelé les 3. Mais là, j'ai pas dit que... Moi, je m'en fous de l'info pertinente. Moi, mon objectif, c'est de faire kiffer ta ref pour que quand tu vas rappeler ta ref, tu vas la rappeler ou tu vas le rappeler en disant « Ah, t'as eu Rassam, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que t'as machin ?» Et que cette personne, à ce moment-là, dise « Oui, je lui ai dit, ouais, comme d'hab, tu sais, Camille, je t'ai dit que t'étais de la balle, machin, etc. » Mais au-delà de ça, Camille, Rassam, il a l'air trop chaud. Rassam, il fait des prises de ref, mais il assume pas. Et non, et franchement, tu devrais aller chez. C'est pas une prise de ref, c'est juste pour que ton N+1 te parle et te dise de venir chez nous. Bah voilà, exactement. Non, mais dans le chat, dites-lui tous que la prise de ref, ça fait transpirer les candidats, ça met personne à l'aise. Ça marche pas ton argument, Rassam. Moi, perso, ça me fait pas du tout. Moi, tu me demandes des prises de ref, je te donne tous mes boss. Qui m'ont kiffé, je sais qu'ils vont dire des trucs de ouf sur WAM, donc de toute façon là-dessus ça me fait pas transpirer. Et par contre eux, quand je vais les appeler, s'ils me disent parmi les 3 boîtes qui les ont appelés, bon j'en aurais pas 3, mais s'il y en a 2, si mon ex-boss qui est encore mon pote ou quelqu'un que je respecte son avis, je vais le respecter, me dit franchement, cette boîte-là ou cette personne-là, cet endroit-là, parmi ce truc, moi, mon avis, ce serait ça. Bah, c'est un truc de plus qui va jouer dans ma décision. Ce qui est déjà arrivé dans une prise de ref, c'est que je fais des super entretiens devant une prise de ref. Et en fait, ma prise de ref, j'étais freelance à l'époque. Elle a conseillé quelqu'un d'autre. Ah oui, mais toi, tu donnes tes ennemis aussi. Non, c'était quelqu'un de très, très proche. Mais en période de crise Covid, ce très, très proche, il a préféré peut-être envoyer la balle vers quelqu'un d'autre parce que ce quelqu'un d'autre lui fera un retour d'ascenseur. Et c'est ça aussi les prises de ref. Quand vraiment tu es malin et que tu penses à faire du business surtout, tu fais du business sur des prises de ref qui viennent vers toi. Et ça arrive. Ça arrive. On fait tous du recrutement. Moi, la prise de ref, c'est forcément quelqu'un qui fait du recrutement. Donc, mais on va faire une sorte de Super Bowl du recrutement, là où on fera un mash-up de tous les sujets. Mais là, je pense aux gens qui ont cliqué sur le lien parce qu'ils voulaient parler de parité. Et franchement, là, je vais jamais manger. Non, oui, on était sur la conclusion. On a ouvert le débat. Mais en tout cas, merci encore de t'être prêté au jeu. C'était super cool. Et puis, il y a le replay pour tous ceux qui ont raté le début pendant 10-15 jours. Michael télécharge ça tranquillement jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur endroit pour remettre toutes les émissions, soit un peu en post-prod, soit l'entièreté des missions. Il y a la page LinkedIn. Je suis sûr que les 26 personnes qui restent ont bien sûr déjà follow notre compte LinkedIn Recruiters in the House. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Si ce n'est pas le cas aussi sur... on était, je pense, on n'est pas loin d'une centaine là, tranquillement. On va monter. L'école du recrutement a 78 000 abonnés. On a 80. Donc, je pense qu'on a une marge. encore. Le melon, j'adore. Bon, merci. Cool. Moi, je vais aller manger aussi. Allez. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Un gros bisou, la famille. Merci à la famille. Et puis, bonne soirée, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Bonne Saint-Valentin et bonne soirée tout le monde. Tu déconnectes, c'est à toi de déconnecter. Ouais, je déconnecte. Tout à l'heure, je vous attends. Attendez juste une seconde. Allez, salut les amis.